de la nature et du monde qui nous entoure, et de la Terre, pourrait-on dire, nous avons surtout des préjugés. C'est vrai ça, nous sommes dans un monde vivant, nous sommes vivants, que savons-nous de la vie? Une heure de SVT peut-être par semaine quand nous étions jeunes, bien sûr rien en primaire. Des dessins animés, dont le conseil scientifique n'est pas forcément très moderne, des dessins animés, des contes. Alors vous savez, les contes où les loups mangeaient des hommes. Je ne sais pas ce que font les loups maintenant, il paraît qu'ils reviennent, ils n'ont toujours mangé personne. Enfin donc des contes dans lesquels les loups mangent des enfants. En fait, tout un tas de trucs aussi inspirés par la publicité qui sont en fait des visions du monde qui nous imbibent parce que nous les avons beaucoup fréquentés sans être nécessairement, c'est pas leur rôle, calibrés à l'aune des connaissances les plus récentes. Et ça, en fait, c'est une vraie catastrophe. On est héritier aussi de couches culturelles très anciennes, notamment l'échelle des êtres. Alors l'échelle des êtres, c'est un principe aristotélicien dont je vous présente ici la version chrétienne qui a prévalu notamment au Moyen-Âge. Les êtres se classent du plus simple au plus complexe, de l'inerte au vivant à Dieu. Alors les plantes sont en dessous des animaux qui sont en dessous des hommes, et puis au-dessus il y a les anges et il y a Dieu. Alors évidemment, nous on n'est plus forcément tellement là-dedans parce qu'à l'époque des Lumières, on a remplacé cette échelle des êtres par une échelle vraiment biologique. Alors je vous montre un exemple ici du 18e, où les moisissures sont en dessous des plantes, qui sont en dessous des insectes, qui sont en dessous des coquillages, qui sont en dessous des poissons, qui sont en dessous des oiseaux, puis l'homme est au-dessus. Une position tout à fait singulière de l'homme, au-dessus. Et ça, alors ça peut vous paraître un peu vieillot, mais vous avez peut-être déjà entendu parler de plantes supérieures ou de végétaux inférieurs. C'est un héritage de ça, d'inférieur ou de supérieur. Aucune espèce n'a les atouts, n'a les traits. On a aussi un truc qui pèse sur nous, qui est le mythe de l'âge d'or, transposé de façon chrétienne en paradis perdu. C'est-à-dire que ça marchait bien, puis on a fait des bêtises, et ça ne marche plus. Et ça aboutit à des formulations comme celle-ci, qui viennent de sites web par ailleurs recommandables. On nous dit, voilà, l'équilibre écologique et l'équilibre naturel qui se réalisent entre les êtres vivants et leur milieu. Ça n'existe pas en science, l'équilibre écologique. Je vais même me charger de vous montrer que le contraire, en fait, prévaut. De grandes étendues forestières ont vu leur équilibre bousculé par l'homme. Vous voyez, on est intervenu et le truc qui marchait bien et qui était équilibré n'est plus équilibré. Ça, je suis désolé, ça s'appelle le paradis perdu, c'est pas de la science. Et pourtant, c'est partout, même dans certains cours scientifiques. Car les scientifiques n'échappent pas à ces couches peu conçues, peu voulues, peu souhaitables, qui constituent notre vision du monde et qui sont héritées d'une connaissance diffuse, là où aucune connaissance factuelle, moderne, robuste, ne vient rebattre les cartes. Bon alors, on aboutit à des choses, que moi j'ai ça sur mon fil Google d'informations, des choses qui montrent qu'on est complètement à la masse, regardez. Et si les pieuvres sortaient des océans et envahissaient la Terre? Ou alors, la Lune s'éloigne, est-ce que la Terre perdra un jour son satellite naturel? Mais enfin, il va nous arriver des choses bien pires avant que les pieuvres sortent de l'eau et que la Lune s'en aille. Et ça, on est capable de s'intéresser à ça parce que nous sommes divertis au sens pascalien de l'essentiel par ces vagues couches culturelles qui nous racontent autre chose et qui ne nous racontent pas ce que nos impôts ont payé de science et qui en réalité font qu'aujourd'hui nous vivons entourés de mythes. Le premier mythe que je voudrais trucider avec vous, c'est le mythe de l'autonomie. Quand tu seras grand, tu seras autonome. Je vois qu'il y en a qui sont bien équipés. On va en parler tout de suite de ça. Quand tu seras grand, tu seras autonome. L'autonomie alimentaire, le ceci, le cela. Alors l'autonomie, ça n'existe pas trop. Un copain à moi a passé quelque temps sur Mars, où soi-disant il était seul. Mais était-il seul sur Mars? Alors vous n'avez peut-être pas vu le film, je vous aide. Il mangeait des patates qu'il avait semées. Et donc il n'était pas seul, il était accompagné de patates. Mais pour que ces patates poussent dans le sol martien, il a fallu qu'il amène des bactéries qu'il a obtenu en ouvrant les sachets d'excréments de ses compagnons de voyage et qu'il a réintroduit dans le sol martien pour faire en sorte qu'il y ait un minimum de vie et de fonctionnement dans ce sol pour que les patates poussent. Donc même les patates n'étaient pas seules, elles étaient avec des bactéries qui ont été introduites dans le sol. Vous y êtes, on n'est jamais seul, on est en dépendance. Et nous ne voyons pas cette dépendance. Pourtant, elle se voit partout, dans les marchés, elle se voit aussi quand nous ouvrons notre frigo. Il y a plein d'espèces dont nous sommes dépendants pour notre alimentation ou même les emballages. D'ailleurs, en fait, d'emballage, vous avez vu le verre à soie? Vous avez vu le cotonnier? Vous avez vu le mouton? Vous avez vu le bœuf? Ah ben oui, il faut les voir. On finit par ne plus concevoir que nous sommes étroitement dépendants de plein d'espèces. Et
que nous ne sommes pas autonomes et que quelque part, dans cet écosystème, nous sommes, vous et moi, un peu présents puisque nos gestes de consommation vont faire que des choses s'y produisent et que des ressources y sont consommées ensuite par nous. Quelque part, nous sommes des consommateurs de ces écosystèmes. Ces écosystèmes lointains, on ne les réalise pas parce que nous ne les voyons pas, mais en fait, ces écosystèmes, nous en sommes bien membres. Nous sommes aussi membres de cet écosystème-là où se pêchent nos poissons. Mais en fait, nous en sommes tellement membres, mais tellement indifférents à cette qualité de membre, que ce lien n'est un lien n'est capable que de nous nuire. Regardez plutôt. On vous dit du poisson, pas plus de 2 fois par semaine, en variant l'origine du poisson. C'est la recommandation qu'on donne maintenant. Pourquoi ? On pourrait manger beaucoup plus de poissons. Ah oui, mais les métaux lourds. Il y a maintenant tellement de métaux lourds dans les zones côtières où on pêche des poissons. Vous verrez tout à l'heure pourquoi on pêche des poissons que sur la côte. Il y a tellement de métaux lourds venus des activités humaines qu'aujourd'hui, manger du poisson plus de 2 fois par semaine, c'est s'intoxiquer aux métaux lourds. Voilà l'histoire. Alors qu'on pourrait manger du poisson beaucoup plus souvent et varier la source, c'est juste pour ne pas avoir la malchance de manger un poisson qui est un endroit où il y a beaucoup de mercure ou beaucoup de plomb. Vous y êtes ? C'est pareil pour nos champs. Nos champs sont rendus productifs par l'utilisation de pesticides qui tuent les indésirables des cultures et par l'apport d'engrais minéraux. Mais ça, c'est pas très bon parce que du coup, il y a des résidus de pesticides dans notre alimentation. Alors on peut s'empailler ensemble pour savoir si c'est grave en termes de santé publique ou non. Mais regardez les données sur la santé des agriculteurs, vous verrez que ils ont des cancers bizarres que n'ont pas le reste de la population, comme des lymphomes, 50% de plus que le reste de la population, des myélomes, 25% de plus que le reste de la population. Donc il y a les pesticides et puis il y a aussi le cadmium. Alors ça, c'est un problème de santé publique très méconnu. Dans le phosphore, dans le phosphate, on a beaucoup de petits bruits désagréables. Est-ce qu'il marche le micro ou pas ? Oui, il semblerait qu'il marche. Bon. Alors donc, le cadmium, en fait, c'est un contaminant des phosphates miniers qu'on utilise dans l'agriculture. Et en fait, ça rentre dans les plantes, ça rentre dans les animaux qui mangent les plantes qui ont été fertilisées ainsi. Et nous, on mange du cadmium, on en mange 1,4 fois la dose recommandée par l'OMS. La dose maximale. La moitié de cette salle est surcontaminée au cadmium. Avec quels effets ? C'est 30% des causes d'ostéoporose. C'est des problèmes rénaux et hépatiques, alors là c'est difficile de savoir la part que ça a. C'est une des causes sans doute majeures du plus 3% de cancer du pancréas par an en France. Vous me direz c'est un cancer qui n'est pas cher, puisque c'est 3 mois l'espérance de vie. C'est pas un cancer qui est impactant budgétairement, mais quand même, vous y êtes. Le cadmium est un vrai problème de santé publique. Alors quand vous arrivez là, vous vous dites pourquoi suis-je venu dans cette conférence ? Parce que c'est déprimant. Vous allez voir qu'on va cocher plein de solutions à ça. Hein. Mais pour l'instant, quand je néglige ce qui se passe là-bas, comme j'ai un lien étroit et intime à ce qui se passe là-bas, je m'intoxique. Vous y êtes ? Il existe encore ce lien. Il n'est pas conçu, mais il nous aide. Alors on va voir des solutions, je vous promets ensuite, mais continuons. Il y a ces écosystèmes lointains qu'on ne voit pas parce qu'ils sont trop loin pour qu'on réalise que leur état de fonctionnement impacte notre santé, mais il y en a d'autres qu'on ne voit pas, non pas parce qu'ils ne sont pas lointains, mais parce qu'ils sont trop petits pour être vus. Ces écosystèmes-là sont en vous. Nous sommes composés de 10 puissance 14, 10 000 milliards de cellules humaines. Et nous avons un microbiote fait de bactéries et de champignons unicellulaires, des levures, qui représentent, rien que dans l'intestin, autant de cellules de microbes que nous avons de cellules humaines. Alors elles sont plus petites, fort heureusement, et donc elles sont 10 fois plus petites dans toutes les longueurs linéaires, donc ça fait 1 à 2 kg par personne. Votre tube digestif contient autant de cellules de microbes que votre organisme contient de cellules humaines. Vous avez 10 fois moins, mais ça fait encore du monde, de cellules microbiennes sur votre peau, et 10 fois moins encore dans les autres cavités, vagin, oreille, nez, bouche, etc. Ça fait que 100 milliards, c'est pas énorme, mais au total, ça fait beaucoup de microbes, et des microbes de 8 à 10 000 espèces par individu bien portant. C'est énorme, hein ? Ce sont des écosystèmes microbiens qui vous habitent. Et moi, quand j'ai fait mes études, on me disait oui, ils sont là parce que c'est chauffé, il y a à manger, ils se protègent là et ça ne nous fait pas grand-chose. En fait, on sait aujourd'hui qu'ils sont responsables d'une contribution à plein de fonctions comme la digestion. Par exemple, les Japonais digèrent le cerclage noir, vous savez, le nori qui est autour des makis. C'est des algues que vous et moi on ne digère pas, mais les Japonais le digèrent parce qu'ils ont des bactéries qui digèrent les composés de ces algues-là. Ces microbes régulent le métabolisme et émettent des molécules qui régulent la prise de poids ou la quantité de sucre dans le sang.
Il nous protège aussi en luttant contre les envahisseurs. Par exemple, 8/10 de cette salle a du staphylocoque doré sur la peau. Mais très peu d'entre vous développeront une maladie, parce que la plupart du temps, ils sont pris dans des guerres intestines de ces écosystèmes microbiens, et ils sont limités, leur prolifération est limitée par les autres microbes, notamment des petites bactéries, des petites levures qu'on appelle les Malassezia. C'est celles qui font les pellicules quand elles prolifèrent. Mais ordinairement, il y en a sur la peau, et surtout, elles vous protègent des maladies, notamment du staphylocoque doré. Voilà. Alors, il y a aussi des régulations du système immunitaire. On sait aujourd'hui en milieu hospitalier que c'est pas la peine de désinfecter les plaies quand on change les pansements, s'il n'y a pas de suppuration, on rince ou on fait rien, parce qu'en fait le staphylocoque épidermidis, le staphylocoque de la peau, qui est un microbe banal de la peau, il dialogue avec le système immunitaire et il accroît la vitesse à laquelle les cellules du système immunitaire participent à la cicatrisation. Eh oui. Et puis il y a aussi des effets sur le système nerveux, j'insiste pas, en fait le problème de ces écosystèmes c'est qu'on a découvert ces fonctions, vous savez comment ? Parce que comme on n'a pas entretenu ces écosystèmes correctement, ça a merdé, et de nouveau on a des problèmes. Et donc en cherchant à comprendre les problèmes, on a trouvé des microbes dont on ne s'était pas occupé. Effectivement, ces dernières décennies, l'hygiène et la médecine nous ont permis des progrès fabuleux et de nous débarrasser de maladies dont on ne veut pas qu'elles reviennent. Mais, dans le même temps, on a vu exploser des maladies de la modernité. Et savez-vous, ces maladies de la modernité touchent à 3 grandes fonctions. Le métabolisme, diabète, obésité. Alors, si cette liste vous rappelle la précédente, vous allez voir, c'est plus qu'un hasard. Du système immunitaire, allergie, asthme ou ces maladies auto-immunes comme la maladie de Crohn ou la sclérose en plaques, où le système immunitaire attaque l'organisme. Et puis des maladies du système nerveux, autisme, Parkinson, Alzheimer, burn-out aigu. Toutes ces maladies, toutes, ont des causes multiples, génétiques, environnementales. Mais dans tous les cas, les individus qui sont malades ont moins de diversité microbienne et une diversité microbienne différente, notamment dans le tube digestif, mais aussi dans les poumons pour l'asthme, des individus sains. Et on sait aujourd'hui que, effectivement, une des portes d'entrée, c'est l'écroulement de diversité de ces microbiotes. En fait, on est bien propre, et du coup, on a beaucoup moins de microbes que nos ancêtres n'en avaient. Quand on retrouve des crottes dont on peut extraire de l'ADN pour déterminer quelle bactérie était là, ou quand on se compare à des tribus amazoniennes qui vivent loin des Occidentaux ou pas très près. Pardon, très loin ou pas très près. Eh bien, on a 1,5 à 3 fois moins de diversité. Et c'est un peu comme un jeu de Jenga. On peut retirer des espèces, les fonctions sont remplies par d'autres espèces, mais à un moment, ça se casse la gueule. Surtout quand on a certains modes de vie ou quand on a des prédispositions génétiques. Et c'est une des portes d'entrée vers ces maladies. Vous avez ici un diagramme dans lequel les États-Uniens et ces tribus amazoniennes, les individus sont représentés par des points, et les points sont d'autant plus proches que la composition du microbiote du tube digestif est proche. Vous voyez, quand on vit à l'occidental, on a un microbiote complètement différent de quand on vit très peu à l'occidental ou pas du tout. Et ça, c'est énorme, parce que c'est un quart des Occidentaux qui souffrent de ces maladies de la modernité. Et juste pour ne pas faire de sensiblerie et s'arrêter au désarroi humain d'un asthmatique, ça coûte cher. C'est une des raisons pour lesquelles on n'a ensuite pas assez d'argent pour réarmer la France ou investir dans son réarmement, dans sa reprise industrielle. Vous y êtes ? Ça coûte cher. J'espère que vous êtes conscient que le budget de la sécurité sociale, c'est 1,5 fois le budget de l'État. La santé, ça coûte cher. Et ça, c'est un super putain de poids pour investir pour l'avenir. Parce qu'il faut soigner tout ça. Alors, on a aujourd'hui des solutions qui sont basées sur le microbiote. Il y a des solutions très interventionnistes. Ah oui, je n'ai pas dit le mot, je ne l'ai pas présenté. Ces écosystèmes microbiens, ce sont les microbiotes. On peut commencer à soigner aujourd'hui des gens qui souffrent de certaines maladies en leur remettant les microbes qui leur manquent. Mais en fait, il faut surtout qu'on soit préventif là. Qu'est-ce qu'on a fait à ces écosystèmes qui les a abîmés ? La première chose, c'est qu'on a utilisé des molécules qui les abîment. Ces molécules, ce sont notamment celles qui font que c'est très propre. C'est trop propre. Quand vous avez des eaux pour vous rincer la bouche, des liquides pour rincer la bouche qui tuent 99,9% des bactéries, quand vous avez des produits d'entretien qui tuent 99,9% des bactéries, ça n'est pas pour vous, c'est plus cher, parce qu'il y a une molécule qui tue, et ça va faire un environnement trop stérile où vous n'allez pas vous épanouir d'un point de vue microbien. Vos écosystèmes microbiens, vos microbiotes vont souffrir. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ça, c'est un argument publicitaire, et on est tellement à la masse par rapport à ce qu'on est, notamment à ce qu'on est
en termes microbiens qu'on prend ça pour une bonne raison d'acheter le produit. Les gels hydroalcooliques, par exemple, il ne faut jamais en mettre sur les mains, sauf en période de gastro et de grippe. Parce que là, ça a un effet. Pour la Covid, je vous l'apprends peut-être, ça n'a aucun effet. La transmission est purement aérienne. Mais, et alors au début, dans le doute, on a pris des... C'est très bien, hein, dans le doute, on a mis des gels. Maintenant, les distributeurs sont toujours là. Il n'y a qu'en période de gastro et de grippe qu'effectivement, là, il y a une transmission manu-portée, et il faut, voilà, mais le reste du temps, qu'est-ce que ça fait ? Vous avez des crevasses et la peau plus sèche, donc vous mettez des produits sur la peau. Et ces produits, ils abîment aussi la peau parce qu'ils sont bons pour votre peau, mais pas bons pour vos microbes. L'autre chose qu'il ne faut surtout pas mettre ni dans sa bouche, ni sur sa peau, attention, c'est tous les composés émulsifiants, dans n'importe quelle crème de beauté, il y en a évidemment, et tous les conservateurs. Ça fait beaucoup plus de mal à votre microbiote que les antibiotiques, que vous ne prenez pas tout le temps. Ça va ? Non, ça ne va pas. Hein. Ça veut dire qu'en fait, on fait juste les gestes qu'il ne faut pas. Mais pour être plus positif, et vous allez voir que là, quelque chose va s'éclairer quand même, parce que derrière toutes ces histoires, il y a du positif aussi. Comment entretenir nos microbiotes ? Eh bien, dans le tube digestif, c'est simple, il faut manger des fibres. Parce que les fibres, ce sont des choses qu'on appelle techniquement des polysaccharides, c'est des choses que nous ne digérons pas, mais nos microbes digèrent. C'est comme ça qu'ils se développent. Ils se développent en mangeant ça. Donc vous les soutenez en leur donnant ces fibres qu'on trouve dans les fruits, dans les légumes, dans les champignons. D'où le 5 fruits et légumes par jour, portion de 90 à 100 grammes. Et pourquoi est-ce qu'il faut prendre des fibres ? Ça améliore le... Et voilà, et ça, c'est quand on prend les gens pour des cons, après ça fait des conneries. Moi, je fais caca... Je vais vous le dire, je fais caca très correctement. Je vois une pub qui me dit « ça va améliorer ton transit », qu'est-ce que j'en déduis ? Que ça ne me concerne pas. En fait, les microbes qu'entretiennent ces fibres sont des microbes qui produisent tout un tas d'autres molécules qui ont des rôles, notamment des rôles sur la tolérance au stress. Des rôles aussi sur le système immunitaire. Ça évite que le système immunitaire ne déclenche des états inflammatoires. Vous savez que quand des états inflammatoires se déclenchent pour rien, ça débouche sur des insuffisances rénales, ça débouche sur des rhumatismes, et en fait ça débouche aussi sur des cancers, parce que le système immunitaire, il utilise des molécules qui sont des molécules très très violentes pour tuer les microbes, et quand il en manipule beaucoup, il y a un risque de mutation. Donc en fait, manger des fibres, c'est avant tout avoir un état général plus positif, et puis au passage, le butyrate formé par la fermentation de ces bactéries sert de carburant aux cellules musculaires de l'intestin, et donc le transit s'améliore. Parce que les gens pensent que ça fait un gel qui fait que les crottes sortent mieux, mais pas du tout. C'est juste que votre intestin, entre autres choses, fonctionne mieux. Alors là, on a déjà plus envie de manger ces fibres qui entretiennent notre microbiote, et vous allez me dire, qu'est-ce que je dois manger ? Du concombre, du brocoli, de la pomme ? Et comme les fibres ne sont pas les mêmes dans ces différentes choses, elles ne vont pas nourrir les mêmes bactéries, donc il faut manger diversifié. 25 espèces de fruits ou légumes par semaine. Pas facile en hiver avec nos modes alimentaires actuels. On a intérêt à avoir des conserves, voire du surgelé d'ailleurs. Et donc, la solution, elle est dans les écosystèmes externes. Pour entretenir les écosystèmes internes. C'est dans les écosystèmes internes qu'on recrute une diversité, ou pas, qui va défendre et protéger, nourrir, ou pas, les écosystèmes internes. Alors, j'en ai parlé dans un livre qui est en vente dans les bonnes librairies, mais ce que je reste à vous dire, c'est que nous sommes liés à des écosystèmes internes et externes que nous ne voyons pas, nous ne sommes pas autonomes, et si nous ne gérons pas ces dépendances bien, ce sera juste un facteur de maladie. Notre dépendance est une opportunité de santé. Comme toujours, dans la suite de cet exposé, vous allez compter les morts, et vous dire, mais si je reprends le truc à l'envers, je peux éviter des morts. Maintenant, venons-en au mythe de l'équilibre. Cette idée qu'il y aurait un équilibre et qu'on l'aurait rompu. Alors en fait, aujourd'hui, la biologie est dominée par une vision du monde vivant qui est tout sauf basée sur l'équilibre. On doit à Lamarck puis à Darwin d'avoir défriché le fait que les espèces évoluent, changent en permanence. Il n'y a pas d'équilibre là. Si vous croyez à l'évolution, vous ne pouvez pas croire à l'équilibre. Ça change, plus ou moins vite, mais ça change. Et Darwin a proposé un mécanisme qui est la sélection. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des mécanismes de l'évolution, mais la sélection est assez simple, je pense, pour qu'on rappelle comment ça marche. À un moment, on a une diversité d'individus, d'une espèce, ou une diversité d'espèces, et elles sont plus ou moins adaptées.
Par exemple, s'il y a un poisson qui est venu écouter cette conférence, bah, je ne pense pas qu'il aura vu le titre de la deuxième partie, d'accord ? Les espèces ou les individus adaptés peuvent non seulement survivre, mais mieux ils survivent, plus ils peuvent faire de descendants. Et c'est ça la sélection, c'est qu'en fait se reproduisent ceux qui sont adaptés. Et ils se reproduisent, mais attention aux guillemets, les amis. Je ne sais pas si vous avez eu des enfants, et si ce n'est pas le cas, vous avez eu des parents. Les enfants ressemblent aux parents, mais des fois ils sont quand même bizarres, pas différents. En réalité, l'histoire, c'est que quand nous faisons des descendants, nous ne nous photocopions pas. Et nous, dans notre espèce, par exemple, ce qu'on fait, c'est de faire un descendant avec un peu de gènes de papa, un peu de gènes de maman. Et quand on en refait un autre, c'est pas les mêmes gènes de papa, pas les mêmes gènes de maman, il sera encore différent. Donc en fait, c'est pas une reproduction identique et ça crée une nouvelle diversité dans laquelle la sélection va pouvoir continuer à sélectionner les plus adaptés. Vous y êtes ? J'ai un générateur de diversité, c'est cette reproduction pas vraiment conforme, et puis j'ai la sélection. Donc ça fait que ça change tout le temps. Voilà, rien de stable là-dessus. Et il y a des perdants. Il y a ceux qui ne survivent pas, le fameux poisson, je ne sais pas à côté de qui il est, mais le poisson qui est venu écouter cette conférence, c'est fini pour lui. Puis il y a ceux qui ne survivent pas en termes évolutifs, c'est-à-dire qu'ils vont faire très peu de descendants, et quelques générations plus tard, ils n'ont plus de descendants dans la population, ils se sont éteints à quelques générations. Il faut penser aux perdants. Alors maintenant, regardons comment l'homme est façonné par ça, et prenons l'exemple de la couleur de la peau humaine. La couleur de la peau humaine, plus on monte vers les pôles, plus les peaux sont blanches. Plus on va vers l'équateur, plus elles sont noires. Chaque fois que l'humanité circule, elle change de couleur. Pourquoi ? Eh bien, dans nos régions, il faut que la peau soit assez claire pour qu'il y ait un petit peu d'UV qui rentre dans la peau pour faire la synthèse de la vitamine D. Une vitamine qui permet l'ossification et qui est, selon un processus, qui est d'ailleurs une des cibles du cadmium. Et qui fait que quand on mange du cadmium, on a des dégâts osseux. Ce que je disais donc, c'est que chez nous, il faut avoir la peau claire parce que sinon, on ne fait pas assez de vitamine D. Sous les tropiques, ils rentrent toujours assez d'UV dans la peau pour faire de la vitamine D. Le problème, c'est le risque de cancer, parce qu'il y a vraiment beaucoup de lumière, enfin, beaucoup d'UV. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que la mélanine, qui est un écran, une crème solaire, est sélectionnée dans les zones tropicales. Et c'est comme ça que les Afro-Américains qui vivent au nord avec une peau noire ont 2 à 3 fois moins de vitamine D, et donc doivent être complémentés en vitamine D qu'ils ne devraient en avoir dans le sang. Et à l'inverse, ici, quand vous êtes un anglo-saxon qui vit en Australie, vous avez 3 à 4 fois plus de risque de cancer de la peau que les aborigènes. Voilà. Donc nous-mêmes, on a été le produit d'une sélection naturelle. Mais on a été aussi sélectionné, non pas que par des paramètres environnementaux, mais aussi par des maladies. La peste noire, elle a tué entre 30 et 50% des Européens à la charnière du XIIIe et du XIVe siècle. Quand on déterre les cadavres, on trouve les fameux perdants. On s'aperçoit que génétiquement, ils ne sont pas tout à fait comme ceux qui ont survécu. Et c'est une des raisons pour laquelle la peste noire s'est arrêtée. C'est qu'elle a bousillé tout ce qu'elle pouvait bousiller, puis à la fin, il restait plutôt ceux qui étaient résistants à la peste noire. Vous les avez vus, les perdants ? C'est horrible, hein ? Parce que c'est une chose qu'on ne peut pas accepter, qu'il y ait des perdants, qu'il y ait des gens qui soient éliminés. Alors d'ailleurs, quand la Covid est arrivée, on n'a pas attendu, enfin sauf Boris Johnson, mais bon, on n'a pas attendu que tous les sensibles meurent et qu'il reste que les résistants. Par parenthèse, dans ceux qui ont eu des symptômes aigus, on sait très bien que leur composition génétique, leur type génétique est un peu différent du reste de la population. Il y avait des gènes qui prédisposaient à avoir des symptômes aigus et à mourir de la Covid. Et donc, il y avait une sélection en cours. On n'a pas attendu qu'ils meurent tous, on a mis des masques. Tant qu'on ne le savait pas, on a pris du gel. Maintenant, on n'a plus besoin. Et on s'est vacciné. En fait, nous, on a eu recours à une autre évolution qui existe aussi, qui est l'évolution culturelle. Et vous savez que l'évolution culturelle, c'est comme l'évolution biologique, en fait. C'est quoi l'évolution culturelle ? C'est celle qui permet qu'un blanc sous les tropiques, il met de la crème solaire et un chapeau, et un afro-américain, il prend de la vitamine D en hiver. Et donc, il n'y a plus de problème. C'est d'avoir des gestes, des façons de faire, des concepts, des idées qui nous permettent de nous adapter. Ça marche comment ? Il y a une diversité d'idées, de concepts, de théories, de façons de faire qui existent. Puis rapidement, les gens remarquent ce qui marche. Et ils adoptent pour eux-mêmes les trucs qui marchent le mieux. Genre, si vous habitez au second étage d'un immeuble, sortir en sautant par la fenêtre, si vous observez quelqu'un qui fait ça, vous cherchez tout de suite une autre solution. Alors, je pousse le trait, mais dans l'évolution culturelle, on a tendance à recopier ce qui marche le mieux. Mais on recopie pas exactement pareil, parce qu'on n'a pas bien écouté, parce qu'on a bien écouté mais on n'y arrive pas, ou parce qu'on pense qu'on peut faire mieux. Vous y êtes ?
Et donc, de façon, en perpétuellement, les gens, quand ils recopient des gestes, des idées, des façons de faire, ils les modifient un peu. Des fois, ça rate. En tout cas, ça fait une nouvelle diversité dans laquelle la sélection reprend. C'est le même mécanisme. D'ailleurs, il y a des gens qui disent aujourd'hui que l'évolution, elle se décline en évolution culturelle, en évolution biologique. Mais peu importe. Le fait est que nous avons une évolution culturelle et une évolution biologique, et ça, on ne le gère pas bien, on ne le sait pas assez, et plus, ces deux évolutions discutent par-dessus notre tête. Regardez plutôt. Il y a des populations qui ont adopté des céréales, avec le maïs en Amérique, l'orge et le blé au Moyen-Orient et en Europe, ou le riz en Asie. Il y a aussi des populations qui ont commencé à avoir des vaches, et en plus, qui ont commencé à traire les vaches, en Europe, mais aussi dans différentes populations d'Afrique. Dans tous les cas, ça nous a changé génétiquement. Les populations qui ont beaucoup d'amidon parce qu'elles mangent énormément de céréales, c'est jusqu'aux 2/3 de leur ration alimentaire, eh bien elles ont une amylase salivaire, c'est-à-dire une enzyme qui digère l'amidon qui est beaucoup plus efficace que dans les populations de chasseurs-cueilleurs et que dans leurs propres ancêtres, parce que ça a sélectionné ceux qui digéraient mieux l'amidon. De même, toutes les populations où on a du lait, les adultes digèrent souvent le lactose. Pas toujours, mais c'est un truc complètement inhabituel chez les mammifères. Les adultes ne digèrent pas le lactose et ils ne touchent pas au lait. Alors je vous rappelle que quand on ne digère pas le lactose, ça fait très mal au ventre, on n'insiste pas. Mais le fait d'avoir du lait, au début on en faisait du fromage. Le fait d'avoir du lait a sélectionné ceux qui pouvaient le boire tout de suite, parce que ce qui est bu n'est plus à transformer en fromage. Et donc il y a eu un avantage à la digestion du lait qui a fait que dans toutes les populations où on a du lait, on a des adultes, on a 50% des adultes en France, 80% en Suède, des adultes qui digèrent le lactose. Alors que chez les animaux, c'est 0, et chez les Amérindiens ou chez les Chinois, c'est entre 0 et 10%, un peu par hasard. Parce qu'il n'y a pas de lait. Vous y êtes, donc finalement, notre évolution culturelle peut agir comme mécanisme de l'évolution biologique, sélectionner les choses biologiquement. Et il y a des perdants, c'est ceux qui digéraient moins bien l'amidon, et ceux qui ne digéraient pas le lactose, ils ont eu moins d'enfants. Cette évolution continue. Aujourd'hui, nous mangeons gras et sucré. Qu'est-ce qui se passe ? L'obésité explose. Alors, l'obésité explose, il y a plein de portes d'entrée à l'obésité, ça dépend comment vous mangez, ça dépend de votre microbiote, mais c'est aussi génétique. En fait, on a plein de gens dans la population qui sont issus d'ancêtres qui mettaient très bien en réserve. Et quand il y avait des disettes, c'était génial, parce que c'était les derniers à mourir de la disette. Mais maintenant qu'il y a beaucoup à manger, ils mettent en réserve, et ça fait des déterminants génétiques qui favorisent la prise de poids. Et ce que vous voyez, aujourd'hui, c'est ni plus ni moins qu'une contre-sélection des individus qui ont ces gènes de mise en réserve très efficaces. Regardez l'effet de l'indice de masse corporelle sur la fertilité féminine. Il y a moins de données sur les hommes, je ne sais pas pourquoi. Quand on est trop maigre, on n'arrive pas à mener à bien une grossesse, ni même à la déclencher, puisque voilà, là c'est la probabilité de grossesse. Il y a un optimum, et ensuite, quand l'indice de masse corporelle augmente, vous avez moins d'enfants. On ne parle bien sûr pas du désarroi humain, puisqu'on a dit entre nous qu'on n'était pas sensible. Mais ce que vous voyez, en fait, c'est une gigantesque contre-sélection en marche, et un truc super con. Parce que choisir ce qu'on mange, aujourd'hui, c'est facile. Et on mange des trucs auxquels on n'est pas adapté. Enfin, surtout certains d'entre nous, dans la grande indifférence des autres. Voilà. L'obésité, malheureusement, c'est dur à dire, mais c'est les perdants d'une sélection qu'on ne devrait pas admettre et qu'ils ne devraient pas subir. Mais, comme on ne gère pas l'évolution, alors même qu'on est aux confins de tout un tas d'évolutions où le biologique et le culturel discutent entre eux, on ne gère pas les choses bien. Et je vais vous dire, c'est encore pire. Ça tue encore plus de gens, le fait de ne pas gérer l'évolution. Et je vais maintenant vous montrer ce que ça donne, en vous montrant que nos méthodes de lutte sont absurdes. Nos méthodes de lutte contre les indésirables. Regardez le coût des antibiotiques. On commence à avoir des résistances aux antibiotiques qui prolifèrent parce qu'à force d'appliquer les antibiotiques, on sélectionne les bactéries résistantes. Ça tue 4000 personnes par an. C'est 4000 personnes qu'on n'arrive pas à soigner avant que la bactérie les ait bouffées en France. 30 000 en Europe. Les coûts en santé publique d'ici 2050 de la résistance aux antibiotiques, entre le temps pas travaillé, les soins qui servent à rien, ou qui coûtent vraiment cher parce que c'est des méthodes extrêmes, c'est 11 milliards d'euros d'ici 2050, la résistance aux antibiotiques. Vous voyez que ça pèse sur le budget. Ce que je suis en train de vous dire est un truc qui n'est pas complètement indépendant du fait que notre pays a besoin d'argent pour faire autre chose.
bah là on va juste soigner des résistances aux antibiotiques. Pourquoi ? Parce qu'on donne un antibiotique, ça sélectionne des résistances. Il se passe la même chose avec les indésirables des cultures. Les dorifores, on leur a mis des insecticides, bah ça a sélectionné les résistants. En 50 ans, les dorifores sont devenus résistants à 60 insecticides différents. Fortiche, hein ? Ça veut dire qu'on perd nos insecticides, ils ne servent plus à rien. Et dans un premier temps, ils marchent encore, mais il faut en mettre plus. Dommage. Aux USA, il y a des endroits où le glyphosate, qu'on a trop utilisé, n'est plus d'actualité. En une 60aine d'années, on a sélectionné 30 plantes résistantes. Si vous regardez les noms des plantes, ils sont en petit. Vous verrez que c'est des plantes introduites d'Europe, donc ça nous pend au nez. C'est des plantes européennes, en fait, qui sont devenues résistantes au glyphosate en Amérique. Ne me demandez pas pourquoi. Le bilan, c'est qu'en fait, le glyphosate, on va bientôt le perdre. Et la discussion sur le glyphosate, elle est bientôt caduque. D'ailleurs, déjà, il y a des chiens-dents résistants dans les champs en France. Et donc, le truc, c'est qu'on utilise nos méthodes de lutte pour remporter des victoires à la Pyrrhus, général romain, qui gagna une bataille en détruisant son armée dans la bataille. Donc, il avait perdu la guerre. Nous perdons la guerre parce que nous utilisons nos moyens de lutte n'importe comment. Alors, là, le désespoir monte, mais c'est juste que vous ne m'avez pas vraiment entendu. Ce que je veux, moi, c'est utiliser les méthodes évolutives pour de nouvelles luttes. Et je vais vous donner un exemple de ça, la trithérapie. Dans la trithérapie, on donne 3, voire 4 ou 5 d'ailleurs, molécules à un malade. Le virus qui, par une mutation, devient résistant à la molécule 1, il est mort, parce que 2 et 3. Celui qui devient, par une mutation, résistant à 2, il est mort, parce que 1 et 3. Vous y êtes ? Il faudrait un virus qui brutalement, au même moment, devient résistant à 1, à 2, à 3. C'est-à-dire 3 mutations indépendantes. La probabilité de ça est tellement faible que dans la vie d'un malade, ça ne se produit pas. Il n'y a pas assez de virus pour que ça arrive. Et les malades, 1, survivent, et 2, comme les résistances ne sont pas sélectionnées, on continue à mettre des petites doses, ils ne sont pas endommagés par ces molécules qui ne sont pas très bonnes pour la santé. Vous y êtes ? Ben voilà, au lieu d'utiliser les molécules une par une, il faut faire des cocktails. Il y a d'autres façons de faire des cocktails. Mais l'idée, c'est de faire ce qu'on appelle un mur sélectif, c'est-à-dire une circonstance dans laquelle il n'y a pas d'évolution possible pour passer par-dessus l'obstacle. Et ça s'appelle utiliser l'évolution comme une méthode. Ça s'appelle utiliser le fait que le monde n'est pas stable, mais qui change tout le temps, comme un atout pour qu'il change dans la direction qu'on veut. Exemple maintenant en agriculture. Voilà un champ de blé classique avec une variété de blé homogène. Je rappelle que dans les variétés modernes, tous les individus sont génétiquement identiques. Si un champignon réussit sur un pied, c'est la promesse du strike. Parce que quand il passe sur le pied suivant de blé, c'est le même. Génétiquement, vous y êtes ? Donc ça fait, voilà, là vous avez un foyer de rouille jaune du blé qui a été introduit par les expérimentateurs, qui est en train de se propager. Il faut traiter. Ici, on a fait des mélanges de variétés. Dans ce mélange de variétés, en fait, celui qui est adapté à toutes les variétés ne peut pas apparaître dans le temps de la culture. Qu'est-ce qui se passe ? Si jamais il y en a un qui réussit sur un pied, quand il passe sur l'autre, le pied n'est pas le même. Il n'a pas les mêmes profils de résistance. Et si jamais il réussit un peu, quand il passe sur le troisième pied, c'est différent, il ne réussit pas. Du coup, la maladie se propage extrêmement lentement. Ce genre de paysage ne permet pas de sélectionner en un an. Je viens de supprimer les pesticides. Alors, entendons-nous, je ne les ai pas supprimés complètement parce qu'il peut y avoir des mauvaises années, des mauvaises surprises. Mais je viens de trouver un moyen de limiter l'usage des pesticides. Bon, on pourrait raconter des choses aussi avec les haies qui sont des obstacles dans le paysage, des hétérogénéités qui font qu'il ne faut pas simplement s'adapter à manger du blé, mais il faut s'adapter à sauter par-dessus les arbres. Là, ça devient difficile. Mais il y a des façons de penser notre environnement qui nous permettent d'éviter d'utiliser trop de pesticides et d'avoir des stratégies où nos instruments ne disparaissent pas avec le temps. L'évolution, elle est multiple. C'est-à-dire qu'elle est culturelle et biologique, voire plus. Mais elle est permanente et surtout utilisable. Aujourd'hui, on croit à l'évolution comme on croit que les forêts existent, mais on n'en fait rien en termes opérationnels. Or, il y a des façons d'éviter de s'abîmer la santé et de gérer mieux les populations naturelles des indésirables comme ceci, par le biais de l'évolution. Et en tout cas, toujours poussés vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emportée sans retour, nous ne pourrons jamais, sur l'océan des âges, jeter l'ancre un seul jour. Il n'y a pas d'équilibre, il y a juste des dynamiques. Et ce que nous devons, c'est comprendre ces dynamiques pour les accompagner dans les directions qui nous nuisent le moins.
Et c'est pour ça que la transition, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est une transition qui en amènera une autre, qui en amènera une autre. Il faut se voir en évolution. C'est-à-dire que les transitions, il nous les faut envisager potentiellement au pluriel. Il n'y a pas de panacée, il n'y a pas d'alpha et d'oméga. Maintenant, quelques petits mots sur les déchets. Alors les déchets, c'est des choses qu'on n'aime pas. Hein. Burke. Alors maintenant, je vais vous montrer une jolie image. Pour respirer un peu, parce qu'il y a quand même quelques mauvaises nouvelles dans cet exposé. Donc, prenez un peu l'air dans cette forêt. Respirez à fond, détendez-vous. C'est beau, hein? Vous les avez vus, les déchets? Les plantes bazardent des feuilles mortes et du bois mortes comme elles veulent dans l'environnement. C'est pas des déchets, ça. Et cet oxygène que vous respirez, c'est du pipi de plante. Bon, il est gazeux, mais c'est un déchet de plante, l'oxygène, qu'elle balance dans le milieu. C'est plein de déchets aussi. Quelle est la différence entre ces déchets? Eh bien, c'est que là, c'est des vieux déchets. Et que donc, dans l'évolution, il y a des choses qui sont apparues qui les consomment. Vous consommez l'oxygène. Il y a des champignons et des bactéries qui consomment les feuilles mortes et qui vont libérer de l'azote et du phosphate, qui vont être utilisés par les plantes pour grandir à nouveau. Ces déchets-là, ils ont trouvé utilisateur. En fait, ces déchets ont sélectionné ceux qui les utilisaient et maintenant, c'est devenu des ressources. Donc les déchets canal historiques, en général, ils ont des utilisateurs et ce sont des ressources. Les nouveaux déchets, on pourra en parler après. Alors je vais vous montrer l'histoire d'un déchet qui apparaît, qui n'est pas un déchet humain, c'est l'oxygène. Vous savez que l'oxygène, il n'y en a pas dans l'atmosphère primitive de la Terre. Il n'y en a pas. Et comme il n'y en a pas, il n'y a pas de couche d'ozone. Puisque l'ozone, c'est de l'oxygène remanié par les ultraviolets. Donc on ne peut pas vivre sur Terre à l'époque, parce qu'il n'y a pas de couche d'ozone, on peut vivre que dans l'océan, où l'eau protège des ultraviolets. D'accord ? Et là apparaissent, il y a 2 milliards d'années à peu près, les organismes qui font la photosynthèse. Et ces organismes-là, ils vont commencer à accumuler de l'oxygène. Et c'est une catastrophe. Parce que l'oxygène, c'est très oxydant, ça abîme les cellules. Eux, ils y sont adaptés, les autres, non. Donc ils commencent par tuer tout un tas de trucs autour d'eux, mais ils vont surtout provoquer une catastrophe planétaire dont on n'est toujours pas remis. Attention, ils vont rouiller le fer. Avant, il y avait plein de fer dans l'eau, du fer soluble. Mais en présence d'oxygène, le fer soluble devient du fer ferrique, il rouille, il précipite au fond de l'eau. Et il y a 2 milliards d'années, avec l'apparition de l'oxygène, on voit se déposer d'énormes gisements de fer, où sont maintenant d'ailleurs la plupart, 90% de nos mines de fer sont dans ces roches qu'on appelle des fers rubanés. Et ces roches, en fait, c'est le fer qui a rouillé. Sauf ce que ça veut dire que dans l'océan, il n'y avait plus de fer. Il était complètement rouillé au fond. Et il y a eu une anémie terrible qui dure encore. Aujourd'hui, vous êtes au milieu du Pacifique, au milieu de l'Atlantique. Si vous voulez des poissons, si vous voulez qu'il y ait plus d'algues, si vous voulez qu'il y ait plus de vie, c'est pas la peine de mettre de l'azote, c'est pas la peine de mettre du phosphate, c'est pas la peine de mettre du potassium. C'est le fer qui manque. Parce que le fer, il tombe au fond de l'océan en rouillant, en s'oxydant avec l'oxygène. Donc, non seulement aujourd'hui encore, il n'y a rien à bouffer dans l'océan et il n'y a pas de poissons à pêcher dans l'océan, sauf près des côtes où arrive le fer des roches du continent. C'est pour ça qu'on pêche sur la côte. C'est pour ça qu'on va pêcher la morue à Terre-Neuve. Pourquoi on ne la pêche pas en route? Ah bah ouais, parce que l'océan est devenu anémié pour 2 milliards d'années. Mais il y a pire. C'est que pendant 1 milliard d'années après, les paléontologues nous disent il y a très peu de fossiles et il n'y a pas de traces d'évolution, ils ne changent pas. C'est ce qu'ils appellent le boring billion, le milliard d'années chiant. Pendant 1 milliard d'années, la biosphère est complètement enrayée. Parce que c'est presque un mur évolutif, mais quand même, il y en a qui vont le franchir. Et il y a notamment vos ancêtres qui notamment supportent l'oxygène, mais en plus, ils l'utilisent. Ça y est, le déchet est devenu ressource. Ils l'utilisent pour respirer. Mais vous voyez que là, je vous ai raconté une histoire où un déchet, quand il est apparu, c'est une catastrophe, même si maintenant, c'est un truc banal. Ah, et puis alors en plus maintenant, comme il y a de l'oxygène en grande quantité dans l'air, il y a de l'ozone, et on peut vivre sur Terre où il n'y a pas de problème d'oxygène. Sauf que les femmes de cette assistance savent peut-être que la gestion du métabolisme du fer, c'est parfois difficile quand même. Ouais, quand même. Hein. Il y en a, mais il est un peu rouillé et on a du mal à l'extirper et à le solubiliser. Au fait, vous l'avez vu l'équilibre là? L'évolution met en place des espèces et ces espèces font cracher le système. Vous l'avez vu l'équilibre? Bah non, ça change tout le temps, il n'y a pas d'équilibre.
On vous l'avait dit. Et l'homme, dans sa façon de changer le fonctionnement de la biosphère, il n'est pas hors nature. C'est déjà arrivé. Par contre, c'est un peu con parce que quand les bactéries ont commencé à faire la photosynthèse, elles se sont privées de fer et elles ont eu du mal à continuer après. Alors elles ne pouvaient pas prévoir, mais nous on peut prévoir. Vous y êtes ? C'est pas parce que c'est naturel que c'est bien. Hein. Mais il arrive que des espèces perturbent profondément les choses, qu'on peut sentir comme une perte d'équilibre, mais il n'y a jamais vraiment eu d'équilibre. Il y a juste un changement permanent. Alors venons-en maintenant aux déchets nouveaux. C'est ce qu'on appelle les xénobiotiques. C'est toutes ces molécules que l'homme a produites et qui n'existaient pas avant l'homme. Alors, les xénobiotiques, on y va. Hein. C'est notamment les plastiques. Les plastiques, comme il n'y a personne qui les décompose, bon, il y a bien 2-3 trucs qui au laboratoire y arrivent, mais dans la nature, ils n'y arrivent pas. Ils ne sont pas encore compétitifs. Eh bien, la seule chose qui peut arriver, c'est qu'ils se fragmentent. Et ces fragments deviennent de plus en plus petits, ils rentrent partout. Les plus petits d'entre eux rentrent par la peau, ils passent dans l'air, ils passent par vos poumons. On découvre aujourd'hui que le cerveau de chacun d'entre nous contient 10 grammes de microplastique et que c'est 50% de plus qu'il y a 8 ans. En fait, je vais vous dire, le problème de santé publique, là, je suis en train de vous le décrire. On ne peut pas se permettre ces déchets-là parce que les microplastiques, ils rentrent en nous et la fin de leur délitement, ça donne des petites molécules qui sont des cancérigènes ou des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire des molécules qui miment le rôle de nos hormones, mais pas au bon moment. Donc, ils foutent le bordel, en d'autres des bordélisateurs, si on veut. Voilà. Alors, le truc, si vous voulez, là, c'est qu'on sent bien que ces nouveaux déchets, comme ils ne se décomposent pas, c'est une catastrophe. Ils s'accumulent et éventuellement, ils ont des effets toxiques. Bon, un peu comme l'oxygène en son temps. Hein. Et si vous me donnez quelques millions d'années, par contre, ils seront recyclés. Hein. Bon, mais revenons maintenant, parce que moi, dans 10 millions d'années, je serai recyclé aussi. Hein. Donc, regardons ça à longueur de vue humaine. Nous avons créé plus de 350 000 molécules xénobiotiques depuis l'avènement de la chimie de synthèse et nous en créons encore 5 000 par an. Même s'il n'y en a que 1% qui sont toxiques pour chaque espèce de l'environnement, ça leur fait plusieurs raisons d'avoir des problèmes. Hein. Et d'ailleurs, c'est une des causes d'extinction. Mais c'est aussi toxique pour nous, les amis. Et je vais vous donner 2 chiffres qui le montrent. En 50 ans, la concentration du sperme en Occident a été divisée par 2. On a 2 fois moins de spermatozoïdes. Et ça, c'est pas normal, parce que les conditions de vie, normalement, sont améliorées. Ben ça veut dire que l'environnement est chimiquement toxique. On n'a pas de chiffres pour les femmes, parce que dans cette période-là, les femmes ont fait des enfants de plus en plus tard. Et que ça réduit la fertilité, donc on ne sait pas, dans le fait avéré qu'aujourd'hui les femmes ont plus de mal à procréer qu'hier, on ne sait pas la part de l'âge et la part de la toxicité de l'environnement. Mais sur les hommes, c'est 50%. Voilà. Et en 50 ans également, les cancers juvéniles ont augmenté de 40% en France. Les cancers, c'est des trucs de l'âge, c'est des dysfonctionnements de l'âge normalement. Les cancers juvéniles, quand ils augmentent, ça veut dire que l'environnement est plus toxique génétiquement. Alors j'ai eu une engueulade avec quelqu'un qui m'a dit que c'était une fake news. C'est vrai qu'on a un peu de mal à sourcer très précisément ce chiffre. Le seul qui est chiffré, c'est 3 fois plus de cancer du cerveau chez les enfants depuis 1950. Alors ça, c'est très bien sourcé parce qu'en fait, ces cancers-là sont bien répertoriés. Le problème, c'est les cancers étaient-ils tous bien répertoriés dans les causes de décès dans les années 70 ? C'est le doute qu'émettent un certain nombre de gens. Mais pour les cancers du cerveau, c'est x3 depuis 1950 chez les enfants, moins de 10 ans. Alors, en fait, ce que je décris ici, c'est qu'on est tout simplement face à un mur sélectif. Aucun d'entre nous n'est adapté à toutes les molécules qui nous entourent. Alors, on n'en meurt pas violemment, mais on vit moins bien. Et on développe des maladies. Vous y êtes ? Ces murs sélectifs qu'on ne sait pas bricoler face à nos ennemis, à nos adversaires, eh bien, on en a quand même bien en face de nous. Et moi, il m'inquiète beaucoup, celui-là. Alors, est-ce que les déchets sont tous nuisibles ? Il faut quand même faire la part des choses. Nous émettons des déchets historiques. Et ça, on réalise tellement pas que ces déchets-là, en revanche, ils ont une valeur, qu'on ne les utilise pas. Ben oui, tous les jours, vous émettez de l'azote, vous émettez du phosphore, et ça, vous payez des impôts locaux pour le disperser dans l'eau. Dans des stations d'épuration, on arrive aussi de l'eau de ruissellement qui contient des métaux lourds et des hydrocarbures, ce qui fait que les bouts de stations d'épuration, quelque riches qu'elles soient en azote et en phosphore, vous ne pouvez pas les utiliser dans les champs. C'est con, parce que l'urine, c'est 11 grammes d'azote par personne et par jour, et 0,7 grammes de phosphore par personne et par jour.
C'est un super engrais. Alors, les fesses sont pas très riches en azote, mais quand même assez riches en phosphore. Le problème, c'est qu'il y a aussi des bactéries qui vont demander un compostage ou un traitement parce que ces bactéries-là sont indésirables. Mais l'urine, c'est pratiquement stérile. Alors vous allez me dire, oui, mais il est bizarre avec son idée là. Non, il y a des laboratoires très sérieux de l'école Les Ponts et Chaussées, un très grand programme, le programme OCAPI, qui travaille actuellement à la collecte de l'urine dans des bâtiments. Et il y a des bâtiments pilotes, l'un d'entre eux, qui sort de terre en ce moment, c'est le chef-lieu de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, qui est très intéressé aux techniques de recyclage de l'urine. Devinez pourquoi. Et le truc, c'est qu'on peut faire ça. Alors vous allez me dire, oui, mais récolter l'urine en ville, il va falloir encore ouvrir les trottoirs et mettre des tuyaux. Ouais, bah, qu'est-ce qui s'est passé avec la fibre? Si on est capable de faire passer de l'information, on doit pouvoir aussi faire passer de la merde. D'ailleurs, souvent. Non, mais le truc, c'est que donc, on ne voit pas cette ressource, et aujourd'hui, les Français, ils urinent 20 à 30% des besoins en engrais de l'agriculture française. Et vous savez quoi? Bah, si j'ajoute à ça un peu de fumier, je commence à mettre de l'azote et du phosphate non contaminés au cadmium. Ah bah oui, parce que le cadmium, il reste en vous. Donc il ne sort pas dans l'urine. Et donc, avec ça, je peux diluer mes engrais minéraux, dont je ne ferai jamais l'économie, bien sûr, hein, il en faudra toujours, mais je peux les diluer dans d'autres sources d'azote et de phosphate qui n'amènent pas de cadmium. Et c'est gagné. Vous y êtes? Bon, j'ai en partie résolu les pesticides, en partie résolu les engrais minéraux, sans les éliminer, parce que moi, je ne fais pas partie des pour ou contre. Je sais que toujours, c'est ceux qui font la synthèse, qui prennent la main dans l'histoire. Simplement, je ne jette pas ça non plus, 100 kg par personne et par an, je ne jette pas ça non plus n'importe où, je le recycle. Et j'ai résolu mon problème, et vous voyez que les déchets, il y a ceux qu'on ne peut pas se permettre, il n'y a pas photo. Les plastiques, on ne peut pas, désolé, donc il faut les minimiser, et on n'en prend pas vraiment le chemin. Et puis il y a ceux qui sont tout à fait autorisés, du pire au meilleur, ça se trie. Il y a ceux qu'on peut se permettre, et ceux qu'on ne peut pas se permettre. Au passage, vous avez vu que la nature n'est pas bien faite. Là, je pense que vous êtes à peu près convaincus. Entre ce qu'ont fait le Covid ou les premiers organismes photosynthétiques qui ont produit de l'oxygène, vous êtes convaincus que tout n'est pas bon dans la nature. C'est très important pour ce qui va suivre, car nous rentrons maintenant dans la partie un peu délicate de cet exposé. Il y a un de nos liens à la nature qui nous détruit beaucoup et qui est un lien qui est celui de la construction des sexes dans l'évolution. Alors on dit souvent que les hommes et les femmes sont égaux. On peut vouloir le construire. Hein. Moi, je fais partie des gens qui souhaitent le construire. C'est pour ça que je vais vous ennuyer avec cette partie de mon exposé. Mais on ne peut pas partir de ça comme d'une vérité. Regardez plutôt. Voilà un domaine dans lequel un homme égale une femme. C'est les posologies de médicaments. Hein. Les notices, elles sont unisexes, sauf quand la femme est enceinte. Alors là, quand elle est accompagnée, par contre, on fait un peu plus attention. Mais le problème, c'est que c'est souvent testé sur des hommes. Et les femmes ont 2 fois plus d'effets secondaires, 2 fois plus fréquemment, et ils sont 2 fois plus intenses que ceux des hommes. Pour une raison toute simple, elles sont plus petites en moyenne, mais surtout, qu'elles soient petites ou grandes, leur temps de clairance rénale, c'est-à-dire la façon dont les reins éliminent les médicaments et les substances toxiques en général du sang, est plus long. On s'en est aperçu de cette histoire-là en retrouvant des femmes encastrées dans des platanes au volant de leur voiture, parce qu'elles avaient pris des somnifères la veille, en lisant bien la posologie, et puis pour les femmes, en fait, le somnifère, il était encore actif à 9h du matin. Et en fait, quand on a découvert qu'il y avait une surreprésentation, on s'est demandé, mais que se passe-t-il? Ce médicament est-il toxique pour les femmes? Non, en fait, les femmes, ce n'est pas des hommes. Alors c'est peut-être toxique, mais voilà. Alors ça, c'est un vrai problème, hein. Et on pense que réduire l'écart de prise en charge entre les hommes et les femmes, au niveau global, économiserait en absence au travail, maladies à soigner quand elles se sont installées, ça représenterait une économie de 920 milliards par an à l'échelle globale. 920 milliards d'euros. C'est important, hein, parce que là encore, on retrouve de l'argent pour faire autre chose, et puis on a aussi un tout petit peu moins de misère humaine sur le chemin. Juste un dernier exemple sur la santé. Tout le monde connaît les symptômes de la crise cardiaque? Bon, on a tous entendu parler. Ah bah oui, mais c'est celle des hommes. Les femmes, c'est des douleurs abdominales, des points dans le dos, des diarrhées, parfois un peu aussi les symptômes des hommes. Alors les médecins ont dit qu'elles avaient des crises cardiaques asymptomatiques. En fait, c'est juste qu'ils n'ont pas la liste des symptômes. Vous y êtes? Et le bilan, c'est que les femmes sont prises en charge en moyenne en France pour une crise cardiaque 30 minutes après les hommes. Vous les sentez les morts là? Parce que c'est les 20 premières minutes qui comptent. Vous les sentez les morts? De nouveau, on ne gère pas ce qu'est la nature, y compris en nous, et ça fait des morts. Alors que ce ne serait pas difficile de le faire autrement. Ça continue aussi avec les voitures. Les mannequins qui servaient, ça change maintenant, mais qui servaient à faire les tests crash,
Mais ils avaient des formes masculines. C'est un truc d'homme, la voiture, n'est-ce pas? Le bilan, c'est qu'en cas d'accident, les femmes ont 47% de risque de séquelles graves de plus que les hommes et 16% de risque de mort en plus. Et si la collision est frontale, c'est 60% de mort en plus. Alors, on ne le sait pas, parce que les femmes ont moins d'accidents, et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, vous n'avez pas de surmortalité féminine, parce qu'elles conduisent mieux. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Mais en fait, en tout cas, elles ont moins d'accidents. Mais en fait, quand il y a un accident, elles ont plus de risque de mourir, parce qu'en fait, l'ergonomie de la voiture n'est pas faite pour elles. Une femme, c'est pas un homme, et vice-versa. Et ça, franchement, ça peut se gérer. Alors, pour les voitures, c'est aujourd'hui obligatoire de prendre des mannequins qui ont les deux formes, ou des formes intermédiaires entre l'homme et la femme. Pour les médicaments, c'est obligatoire en Amérique de mélanger des hommes et des femmes dans les tests. En France, non seulement en Europe, non seulement c'est pas encore voté, mais en plus, avec l'allègement des mesures qui, vous savez, briment la compétition, eh ben, c'est en train de passer à la poubelle, l'obligation de tester les médicaments sur les hommes et les femmes. C'est en train de passer à la poubelle. Ben oui, pour simplifier la vie de nos entreprises, les amis. Alors moi je pense qu'il faut la simplifier, la vie de nos entreprises. Mais bon, je m'en fous, de toute façon je ne suis pas une femme. Alors oui, c'est vrai, je m'en fous. Simplifions. Venons-en au pire. Le pire, c'est que les hommes ne sont pas construits comme les femmes par rapport à la reproduction. Et ça mène à des situations où les hommes abîment les femmes et vice-versa. Alors prenons en biologie très générale des animaux et du vivant, les mâles et les femelles. Les mâles, c'est ceux qui investissent le moins dans la production d'un descendant, et les femelles, c'est ceux qui investissent le plus. Dans l'espèce humaine, je pense qu'entre la durée de gestation d'une part et l'allaitement, vous sentez que l'investissement maternel est plus important que l'investissement paternel. Ça ne veut pas dire que le père ne peut pas faire plus ou autant, hein, mais c'est-à-dire que biologiquement, le poids pèse plus sur la femme. Donc, si vous êtes un mâle, quelle est votre façon d'avoir le maximum de descendants? Je vous rappelle que la règle de l'évolution, c'est quand même d'avoir un maximum de descendants. Eh bien, il faut avoir un maximum de partenaires. D'accord ? Ça va? Plus vous avez de partenaires, plus vous avez de chances d'avoir des descendants. Ben oui, c'est mécanique. Alors, pour la femme, c'est plus compliqué. Hein. Elle fait moins de descendants, la femme, parce que comme elle investit plus, elle va être limitée par les ressources. D'ailleurs, avant de poursuivre et de voir les conséquences que ça a pour les femmes, je vous propose de réfléchir 2 secondes au maximum de descendants pour l'espèce humaine chez les hommes. Record battu par un des aïeux de l'actuel roi du Maroc. Alors là, on est sûr que c'était le papa, hein, parce qu'il n'y avait que ces spermatozoïdes qui rentraient dans le harem. 800 descendants, nous disent ces biographes. Alors, ces biographes sont un peu suspects, mais vous comprenez que jusqu'à une centaine d'enfants, on peut faire ça. D'accord ? Enfin, c'est techniquement faisable. Après, le lien affectif et la personnalisation du lien à l'enfant qu'on peut développer là-dessus, c'est peut-être pas pareil. Pensez un instant au maximum d'enfants chez les femmes. 69. Record battu par 2 femmes qui ont la particularité à chaque fois de les avoir eues en 27 grossesses, donc des grossesses multiples, des jumeaux, des triplés, enfin, si tu fais le calcul, il faut pas que des jumeaux, et qui ont une deuxième particularité, c'est qu'on connaît le nom de leur mari, que je ne vous dirai pas parce qu'on s'en fout en fait, hein, mais un paysan russe du 17e et un bourgeois viennois du 19e, on connaît le nom de leur mari, mais elles, on ne connaît pas leur prénom. Bon. Alors, ça paraît peut-être beaucoup, mais on a un record à 45 d'une jeune africaine qui s'est fait enlever les ovaires ensuite, et en fait, elle nous explique très bien ce qui se passe. Elle avait des polyovulations. Donc, à chaque rapport fécondant, il y avait plusieurs embryons qui partaient, qui étaient des embryons tous différents, hein, et elle avait des enfants, elle en a eu entre 2 et 5 à chaque grossesse. Donc, vous sentez que même, alors ça c'est un peu pour faire waouh, mais on voit quand même que les femmes ne peuvent pas faire autant d'enfants que les hommes. Et ça c'est vrai dans toutes les espèces. Alors ça veut dire que pour avoir un maximum de descendants, pour un mâle en général, il faut maximiser le nombre de rapports sexuels et donc le nombre de partenaires. Pour la femme, ça ne sert à rien d'avoir des rapports sexuels plus souvent. Par contre, la seule façon d'avoir un espoir, d'avoir plus de descendants, c'est qu'ils survivent mieux. Donc, d'avoir des partenaires qui amènent des gènes de bonne qualité. Parce que du coup, il y aura moins de morts. Vous y êtes ? Alors, vous allez voir qu'en fait, ça existe dans la nature. Et on va commencer par les hommes et les mâles en général. Quel est le point commun entre ces deux espèces ? En dehors du fait qu'elles sont sympathiques et un peu en voie de disparition.
Il reste un seul couple, non? Alors, peut-être, mais alors, les mâles ont une très grosse activité hors couple, en tout cas. Ça fait partie des espèces où les mâles harcèlent le plus les femelles. Ils essaient de se reproduire à tous les coups. Je connais même des insectes chez lesquels il y a des organes du viol chez les mâles et pas chez les femelles. La mouche scorpion s'appelle ainsi parce que le mâle a une pince au bout de l'abdomen. Cette pince sert à tenir la femelle en position de copulation. Si vous coupez la pince, le mâle peut féconder toutes les femelles consentantes, mais bien sûr, pas les autres. Or, je peux vous dire, ils se servent de leur pince. Donc, vous voyez, il y a même des organes du viol qui ont émergé dans l'évolution des espèces animales. Parce que, une fois de plus, dès que vous avez, je ne dis pas qu'il y a un gène du viol, hein, c'est plus subtil, mais dès que vous avez des déterminants génétiques qui vous poussent à insister auprès des femelles, vous avez plus de chances d'avoir des descendants, et ces descendants, si c'est des mâles, ils vont être comme vous. Ça sélectionne ceux qui sont insistants, et ça leur fait plus de descendants. Et dans l'espèce humaine, figurez-vous que ça existe aussi. Alors que le viol soit une histoire culturelle également, c'est tout à fait possible, mais il y a des racines biologiques au viol, parce que du viol, il y en a dans toutes les espèces animales, et c'est toujours les mâles qui le pratiquent. Il y a 60 fois plus de dépôts de plaintes pour viol de femmes que d'hommes, sachant qu'on sait que les dépôts de plaintes des hommes aboutissent souvent à découvrir que c'est de la manipulation, pas toujours mais souvent, et que pour les femmes, on estime à 10% le nombre de plaintes effectivement déposées par rapport au nombre de cas. Ça interroge quand même. Effectivement, nous on est dans une société où il y a ce truc qui rôde en nous au fond. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça ne fait pas plus de descendants de violés, mais à un moment ça en a fait. Vous y êtes et on est héritier de ce moment où l'insistance payait. Et d'ailleurs, pardon de vous le dire, mais sur des terrains de bataille pas très loin d'ici, le viol fait partie des armes, et plus tu violes, plus tu auras d'enfants. Il y a des situations où effectivement, encore aujourd'hui, le fait de violer donne plus de descendants que le fait de ne pas violer. Il faut le dire, hein. Dans toutes les guerres que se sont menées les hommes, le viol a été une des méthodes de guerre. Hein. Et on tue les hommes, mais on ne tue pas les femmes, hein. On les viole. Bon, des fois on les tue après aussi. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on ne veut plus voir ça, et on veut que les gens soient conscients qu'il y a au fond de nous, comme chez toutes les espèces, chez les mâles, une tendance à insister. Et ça, c'est pas une excuse, c'est au contraire une chose contre laquelle on doit s'armer, et s'armer très tôt. Hein. Cette image positive d'un homme qui séduit beaucoup les femmes, l'image du tombeur, c'est pas du tout une image positive si c'est une femme qui a beaucoup de relations avec beaucoup d'hommes différents. Ça, c'est assez neutre. Et ça, c'est un moment où culturellement, on accepte l'inacceptable. C'est que pour un homme, ce soit positif de tomber plein de femmes alors que ça ne l'est pas spécialement pour les femmes. Il y a une sorte d'asymétrie qui est odieuse là, et qui est culturelle celle-là. De même, moi je vis dans un pays où, jusqu'à une date récente, le crime passionnel était une circonstance atténuante. Ah, il l'a tué mais il l'aimait. Ouais, ok, bon. Mais elle est morte quand même. Hein. Donc on ne veut plus de ça. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la coercition sexuelle masculine, le fait d'exercer de la coercition sur les femelles, c'est un truc qui peut être sélectionné chez l'homme. Et nous, on veut le dire pour anticiper et gérer culturellement et revoir nos tabous. Un homme qui insiste avec une femme, c'est aussi répugnant qu'une merde de chien posée sur un trottoir. Et ça, je ne suis pas sûr qu'on génère universellement cette vision du risque de ce qu'il y a au fond de nous. Je parle d'enseignement ici. Alors, je vais prendre une autre image pour vous expliquer que je ne suis pas en train de justifier le viol, parce que parfois on me dit « Ah bah oui, vous faites l'apologie du viol ». Pas du tout. Quand je vous décris la plaque dentaire en vous disant que c'est une plaque de microbes qui se dépose sur la dent et qu'à bout du 6e jour, il commence à y en avoir à l'intérieur qui font des trous dans les dents, c'est ce qui va donner les caries, qu'est-ce que je fais ? Je fais l'éloge de la plaque dentaire ? Non, je vous donne envie de vous brosser les dents. Vous y êtes ? Et en même temps, d'ailleurs, je vous donne une méthode. Je dis, si vous brossez les dents, il n'y aura pas de plaque dentaire, donc pas de caries. Ça y est ? Donc c'est dans cet esprit-là que je vous parle de ça. Et maintenant, je vais vous parler de nos partenaires, qui font aussi un truc assez bizarre aux hommes. Et ça, on le sait moins. On a compris que comme on ne peut pas changer le nombre de descendants, il est très vite plafonné pour les femelles, tout ce qu'on peut faire, c'est faire des descendants qui survivent mieux. C'est la seule façon de faire. Et ça existe, il y en a de nombreux exemples, et je voudrais qu'on parle ensemble de la caractéristique commune de ces deux espèces.
Eh bien, c'est que les mâles ont des attributs complètement bizarres et cons. Ici, les mâles se déplacent avec 10 kilos de pierre sur la tête qui repoussent tous les ans. Et en plus, ça repousse tous les ans. Vous imaginez la physiologie qu'il faut derrière ? Quand on court devant un prédateur en forêt, ça, c'est pas forcément génial. Alors vous allez me dire, oui, mais ils peuvent combattre entre eux. Que nenni ! Seul l'andouiller de massacre, qui est cette petite corne qui va vers l'avant, est opérationnel dans les combats. D'ailleurs, les femelles, elles n'ont que cette corne-là. Les biches. Et ça suffit. Non, ça n'a aucun rôle. En revanche, les femelles préfèrent les mâles avec des gros bois et des bois symétriques. Les hirondelles. Les mâles ont une queue plus longue. Quand on leur coupe la queue, ils volent mieux. C'est bizarre, hein ? Mais les femelles préfèrent les mâles avec des longues queues. Il y a même des espèces où les femelles ont chez les insectes, elles ont des préférences complètement débiles. Regardez par exemple, chez les mouches du genre Diopsis, les mâles ont des yeux pédonculés, pas les femelles. Hein. C'est un peu difficile de vivre avec des yeux pédonculés, non ? Tu te cognes et pouf, tu deviens aveugle. Chez les lucanes, les mâles ont des mandibules hyper développées par rapport aux femelles, tellement développées qu'elles ne peuvent plus mâcher. Mais les femelles préfèrent les mâles aux yeux pédonculés avec le plus long pédoncule et les mâles avec les plus grosses mâchoires. Chez les lucanes. Vous y êtes ? En fait, les femelles préfèrent des individus qui survivent à des caractères handicapants parce que s'ils survivent, c'est clairement qu'ils sont génétiquement de bonne qualité. Et elles n'en sont pas conscientes. Mais si jamais elles préfèrent ça, elles ont plus de descendants. Et ça sélectionne aussi leurs préférences. Alors maintenant, ce handicap peut être comportemental, et là, je vais faire sans micro parce que je ne peux pas faire avec micro. Je vais vous parler du goupil. Alors le goupil, il a des nageoires prodigieuses, hein. C'est pour ça qu'on l'aime bien dans les aquariums. Il a des nageoires énormes, bien plus qu'il en faut pour nager. D'ailleurs, les femelles à côté, elles ont des toutes petites nageoires riquiquites. Hein. Et quand ils voient un prédateur, la première chose qu'ils font, c'est de regarder s'il y a des femelles autour. S'il n'y a pas de femelles, ils se barrent. Et s'il y a des femelles, ils sortent la voilure, ils montrent toutes leurs couleurs, et ils essaient de se barrer. Et ça, si les femelles les ont vus faire ça, ça marche. En fait, tout ça, c'est des handicaps qui sont sélectionnés chez les mâles. Pourquoi ? Parce que les femelles, si elles ont une préférence pour ces mâles, eh ben, elles font des descendants qui survivent mieux, et ces descendants emportent le handicap paternel ou la préférence maternelle pour le handicap. Vous y êtes ? Ce système, il est très bien décrit dans plein d'espèces animales. Et il existe chez nous aussi. Les femelles, par leur choix et leur préférence, les femmes, par leur choix et leur préférence, abîment tellement les hommes qu'il y a une compensation à la naissance. Normalement, vous savez, il y a autant de spermatozoïdes X que de spermatozoïdes Y, il devrait y avoir 50-50. Eh bien non, il y a 105 hommes pour 500 femmes à la naissance. Ça veut dire 5 de trop. Et ça, c'est un truc qui a été sélectionné biologiquement pour compenser un désastre, c'est que les hommes disparaissent plus vite que les femmes, les EHPAD sont très féminisés, et parmi les centenaires, on est à un homme pour 6 femmes. D'où vient cette surmortalité des hommes ? Alors, voilà 2 chiffres. Le premier, c'est avant la puberté. Avant la puberté, il y a une légère surmortalité masculine. Parce qu'en fait, je vais vous dire, la vérité, c'est que le sexe faible, c'est le sexe masculin. La testostérone, ça rend plus susceptible à certaines maladies et ça donne une physiologie plus fragile. Donc, il y a une fragilité physiologique et face aux maladies des hommes qui est supérieure à celle des femmes. Bon, ça c'est un point. Maintenant, je fais passer dessus la puberté. Et là, la surmortalité explose. Qu'est-ce qui change ? Ben, je vais vous dire, sport extrême, attitude à risque, combat, prise de drogue. En fait, sur cette image, c'est à peu près certain que c'est un garçon statistiquement. Et ça, c'est un truc important, c'est que les hommes prennent des risques. Et cette prise de risque, en fait, ils la pensent, même de façon inconsciente, valorisante par rapport aux femmes, et de fait, il y a des femmes qui les valorisent. Alors c'est vrai que culturellement, aujourd'hui, on est dans des systèmes où beaucoup de femmes ne fonctionnent plus comme ça, beaucoup d'hommes ne fonctionnent plus comme ça. Mais on est quand même héritier de cette tendance qu'ont les hommes à faire les malins. Et dans mon livre, vous trouverez des expériences de psychologie qui montrent que quand on fait des tests psychologiques où on demande à des garçons de dire qu'est-ce qu'ils feraient, et puis il y a une assistance. Ben, s'il n'y a pas de femme dans l'assistance, ils déclarent prendre moins de risques
que s'il y a des femmes dans l'assistance. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'on dit culturellement ? On dit, un homme, c'est courageux. Un homme, ça sait prendre des risques. Vous y êtes ? Pourquoi pas une femme ? C'est un moment où, effectivement, on a une tendance biologique qui est renforcée par le culturel, où les hommes sont poussés à prendre des risques, et le bilan, c'est qu'il y a une surmortalité masculine. Voilà. C'est aussi vrai que ça. Et ça ne pointe pas à des responsabilités. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Alors déjà, vous avez compris pourquoi il y a on ne voit pas le risque accru de mourir dans un accident des femmes, c'est qu'en général, comme elles prennent moins de risques, eh bien, leur conduite est moins accidentogène. Et au total, on ne voit pas un surcroît de mort, bien qu'elles risquent plus de mourir dans un accident. Mais surtout, la préférence pour le handicap et le handicap peuvent aussi être sélectionnés dans l'espèce humaine. Et il faut aujourd'hui construire explicitement une vision de l'autre où ce qui fait un garçon de qualité, ce n'est pas sa façon de prendre des risques. Et il faut expliquer aux garçons que la seule façon, que prendre des risques et faire le malin, ce n'est pas la seule façon d'attirer le regard des filles. Parce que même s'ils en sont conscients, c'est pas dit qu'il y ait des couches profondes qui remontent et qui des fois les mettent les uns et les autres dans la situation de faire les mauvais gestes, d'envoyer les mauvais signaux. Là encore, il y a une chose qu'il faut qu'on reconstruise pour aligner nos deux sexes. Alors, vous êtes peut-être un peu gêné par ce débat, parce que là, on rentre dans des couches très intimes et qui, au passage, effleurent des points de l'actualité qui sont un peu sordides. J'ai pas nié qu'il y avait une dimension culturelle, je veux juste que le culturel ne fasse pas qu'amplifier bêtement des tendances biologiques, mais j'ai pas nié que nos conduites sexuelles soient aussi culturelles, je n'oppose pas les deux. Je veux les voir en complémentarité et en synergie. Et, je le répète, tout ça nous montre que la nature n'est pas forcément bien faite. Nous, on peut vouloir autre chose que ce qui nous est imposé par là d'où on vient et notre évolution. Et l'égalité et la complémentarité entre sexes, ça se construit. Mais ça se construit en sachant d'où on part. C'est l'assurance d'arriver mieux où on veut aller. Est-ce qu'on en finira avec tous ces mythes ? Il y en a plein d'autres, mais vu l'heure, il faut qu'on en finisse. Alors, le problème, c'est que notre représentation de la nature est de moins en moins pertinente et de plus en plus lointaine. Regardez ce que mangent nos enfants dans ces dessins animés de Walt Disney. Là, on voit qu'il y a de moins en moins de temps dans la nature et de moins en moins d'animaux par plan, malgré Madagascar. Et ça, c'est vraiment... moi, mon fils joue, par exemple, avec des Transformers. Bon, il a aussi un ou deux dinosaures, mais moi, je joue avec des vaches et des chevaux. Et ça, c'est un truc, c'est qu'en fait, on est de plus en plus citadins, de plus en plus dans notre culture, loin de la nature, et je ne suis pas sûr qu'on forme des générations mieux capables de faire ça. À côté de ça, plein de penseurs, notamment des philosophes, comme ceux dont vous voyez les livres à l'écran, nous disent qu'il faut se rapprocher de la nature, parce qu'en fait, la nature et la société, ce n'est pas des choses distinctes. La nature, vous l'avez senti, pénètre de partout dans la société, et la société impacte la nature. En fait, c'est comme le côté pile et le côté face d'une pièce. Ce sont deux façons d'approcher la même chose, qui est le vivant en général. Et pour terminer, moi je préside une fédération qui regroupe des académies, des sociétés scientifiques et tout un tas d'associations de citoyens ou de décideurs et aussi des fédérations d'entreprises. La fédération Biogé se bat pour qu'on enseigne plus à nos enfants les sciences du vivant, qu'on ait vraiment une volonté inscrite et qu'il ne soit pas simplement l'initiative des professeurs des écoles, qu'on ait une volonté inscrite dès le primaire de former un lien et un lien qui sera questionnant dans le secondaire. On veut vraiment qu'on enseigne plus les objets du vivant, notamment en interdisciplinarité, parce que dire qu'il n'y a pas de différence entre nature et société, c'est dire qu'au fond, sur les objets du vivant, le professeur d'économie, le professeur de physique, le professeur de maths ou le professeur d'art plastique ont des choses à dire aussi. Donc nous nous battons pour ça, mais on a du mal à être écoutés. Et c'est dommage, parce que finalement, que ce soit les rapports hommes-femmes, que ce soit la gestion des agrosystèmes, que ce soit nos microbiotes ou que ce soit nos déchets, vous avez vu qu'en filigrane de ce que je vous racontais, il y a des moments, des pures solutions qui dorment, qui sont sous-utilisées, sous-exploitées. En fait, je voudrais terminer sur l'image de la chaussette. Voilà une chaussette de mon fils qui sort de la machine à laver. Comme elle est brodée, on l'a retournée, et quand elle sort de la machine à laver, elle ressemble à rien. C'est exactement l'état actuel de notre lien à la nature. Ça ressemble à rien, ça nous abîme, et on a compté les morts ensemble. Vous vous souvenez ? Au volant, par antibiorésistance ou par le cadmium, ok ? Mais maintenant, cette chaussette, je vais la retourner et la lisser un petit peu. Et elle est belle comme tout. C'est une chaussette où un écureuil me dit de l'embrasser. Vous y êtes ? C'est la même chaussette.
Et en fait, dans toutes les histoires que je vous ai racontées, il y a le côté paniquant de dire « Oh là là, mais ça marche mal !» Mais si on comprend pourquoi ça marche mal, en filigrane, il y a des solutions dans la nature et dans le vivant. Et si on y croit assez, et pour ça il faudrait être formé à savoir ce que c'est et à pouvoir y croire. Mais si on y croit assez, il y a en filigrane de tout ce que je vous ai dit, la solution au problème que je vous ai listé. La nature est une solution et la biologie, comme disait cet anthropologue canadien, c'est bien de finir sur un anthropologue quand on a parlé d'interdisciplinarité, comme dit Jérôme Barkov, la biologie est une fatalité que si on l'ignore. Si on l'ignore, il n'advient que de mauvaises aventures et ça fait des morts. Si on la prend en compte, au contraire, il y a une façon d'éviter que ce soit une fatalité. On peut en faire le meilleur et par pitié. Maintenant, vu le point de crise environnementale et sanitaire où nous sommes arrivés, tâchons d'en faire le meilleur pour nos enfants. Et c'est ça que je voulais vous raconter. J'avais entendu dire, mais je ne sais pas, peut-être je me trompe, il y avait des projets de géo-ingénierie qui consistaient justement à mettre du fer dans les océans pour relancer le plancton, bah, oui. dire, et puis bouffer du CO2. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça et qu'est-ce que vous en pensez? Alors effectivement, l'idée c'est qu'il y a des gens qui voudraient amener du fer dans l'océan pour que prolifère du plancton, des poissons, des choses comme ça. Puis après, les cadavres ils sombrent au fond et tout le carbone, tout le CO2 qui a été capté par la photosynthèse se transforme en carbone entassé au fond des océans. Alors, il y a deux limitations à ça. La première, c'est d'être sûr que ce ne sera pas respiré pendant la chute. Parce que s'il y a des organismes qui, pendant la chute du cadavre, le respirent, ça fait du CO2, il ressort de l'eau, ou il reste dans l'eau, mais on n'a pas vraiment solutionné les choses. Il semble que ça, on doit pouvoir quand même expédier des choses vers le grand fond des océans, très loin de l'oxygène, à des profondeurs où ce ne sera pas trop respiré. Mais il y a un risque. C'est qu'en envoyant de la matière organique dans le fond des océans, vous faites au fond des océans ce que vous faites dans un tas d'algues vertes en Bretagne. C'est-à-dire que vous créez des conditions, il y a beaucoup de matière organique et rapidement, il n'y a plus assez d'oxygène pour respirer. Donc vous commencez à faire du H2S, du méthane. Ouh là là! Alors là, si ça ressort, c'est la catastrophe parce que c'est un gaz à effet de serre. Et de l'ammonium. Et surtout, il faut savoir que le fond des océans revient régulièrement en surface, au niveau de zones comme les côtes du Chili ou les côtes de Mauritanie, qui sont des côtes très poissonneuses parce qu'il remonte plein de phosphate, plein d'azote de la profondeur. Le fer est resté au fond. Mais il y a le fer qui vient du continent. Là, ces endroits-là sont très poissonneux. Et donc, en fait, si vous rendez le fond de l'océan très riche en matière organique, d'ici 500 à 1000 ans, c'est 1000 ans le temps de renouvellement de l'eau du fond des océans. Alors en gros, c'est une circulation où l'eau plonge à cause de la prise en glace de la banquise au niveau du Groenland, elle plonge, elle défile sur le fond océanique et elle remonte dans ses points de remontée. Et le temps de retour, c'est 1000 ans. Ça veut dire que dans 1000 ans, vous allez avoir dans ces endroits-là des grandes quantités de H2S, d'hydrogène sulfuré. On n'a pas de chance avec les micros. Il est en train de mourir. On a des grandes quantités d'hydrogène sulfuré qui vont ressortir et des grandes quantités de méthane si elles ne sont pas ressorties avant. Ok ? Alors dans mon livre, j'explore les différentes stratégies et je propose d'autres stratégies. J'expose aussi la stratégie qui consiste à injecter du CO2 dans des roches type basaltique. Alors il y a des réactions qui font que le carbone s'intègre à des roches et ne bouge plus, mais il y a de la vie jusqu'à 10-15 km de profondeur. Et quand vous envoyez du CO2, ça sert à des bactéries qui vivent en utilisant le CO2, notamment pour faire du méthane. Et vous pouvez convertir en méthane jusqu'à 20% du CO2 injecté. Il ne faut pas que ça fuit. Or, les endroits d'injection sont calculés pour que ça réagisse, pour que le CO2 réagisse avec la roche et devienne de la roche, mais ils ne sont pas calculés pour la quantité de fissures. Et puis en plus, le drame, c'est que quand on injecte, ces bactéries, elles prolifèrent et elles bouchent les trous. Et donc, rapidement, on n'arrive plus à injecter. Qu'est-ce qu'on fait ? Pour que ça rentre quand même, on fracture. Ah oui, mais on fait justement ce par quoi le méthane va s'en aller. Vous y êtes ? Parce que les gens qui fracturent pour que le CO2 continue à rentrer, c'est qu'ils pensent que le CO2 va réagir avec la roche et donner une roche et pas revenir en surface, mais au passage, il y a la méthanogénèse. Alors ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça veut dire qu'il faut bien choisir les endroits où on le fait. Mais je vais vous dire, il y a une autre solution pour le CO2.
qui est récapitulé dans un programme français qu'on appelle le 4 pour 1000. Si chaque année on augmente de 0,4%, soit 4 pour 1000, la teneur en matière organique du sol, par exemple en mettant tous les déchets de cuisine, tous les déchets d'élevage dans le sol, au lieu de les brûler, et bien si on augmente chaque année de 4 pour 1000, 0,4% égale 4 pour 1000, d'où le nom du programme, la teneur en matière organique des sols, on compense l'émission de gaz à effet de serre de l'année courante. Alors, entendons-nous, ce n'est pas une raison pour continuer, c'est pour résorber tout ce qu'on a émis et qui fait le climat à 10 ans de distance. Rappelez-vous que là, on a le climat du CO2 d'il y a 10 ans. Il y a un retard. Donc, c'est plutôt pour résorber ce qu'on a émis déjà. Deuxièmement, on n'aura jamais assez de matière organique. D'accord ? Il faudra d'autres méthodes. Il faudra peut-être injecter du CO2 et planter des arbres. Donc, il faut bien comprendre que il ne faut pas penser à une méthode, il faut penser à un cocktail. Et dans ce cocktail, nos sols peuvent stocker de la matière organique. Alors, il se trouve qu'en plus, nos sols manquent de matière organique aujourd'hui parce qu'on met des engrais minéraux, provoque l'oxydation de la matière organique. Le bilan, c'est qu'aujourd'hui, nos sols, ils en manquent justement. Donc, en remettre, non seulement ça va stocker du carbone, mais ça va augmenter, leur résistance à l'érosion. Aujourd'hui, les sols français labourés s'érodent 10 à 20 fois plus vite qu'ils ne devraient. Donc, ils sont en train de fondre. Donc, ça redonne de la cohésion au sol, en plus. Et la matière organique, ça agit d'une façon que je ne vais pas vous décrire sur la propriété du sol, ça augmente le stockage d'eau, 1% de matière organique en plus, 15 mm d'eau de pluie en plus stockée. Et ça dans un pays qui va avoir des étés secs, ou qui s'interroge sur son adaptation à 4 degrés. Donc, je vous rappelle, en gros la tendance c'est été plus sec, hiver plus pluvieux. Donc il faut que les sols retiennent de l'eau pour l'été, et qu'ils la retiennent bien en hiver, ou en automne quand il pleut, pour que ça ne fasse pas d'inondation. La matière organique est une solution pour ça. Regardez bien les pistes explorées. La France à 4 degrés par le gouvernement, ça y est pas. Ça y est pas. Ça y est pas. Donc il y a un vrai problème ici de compétence, et c'est pas qu'il n'y ait pas la compétence pour faire ça. C'est qu'aujourd'hui le décideur n'interpelle pas le scientifique. Moi je vois les parlementaires qui m'interpellent, ce ne sont pas les parlementaires qui arrivent à faire les lois. Vous y êtes ? Il y a des parlementaires qui... Marc-André, on va prendre une deuxième question. Ouais. Bon. C'était un petit peu long sur la réponse. Et j'aurais quand même une remarque parce que toi, tu interviens quand même souvent. Tu n'es pas interviewé par les politiques de temps en temps. Il me semblait que tu avais fait une. Si, mais souvent, mais c'est pas ceux qui font les lois. D'accord. C'est qui ? C'est le gouvernement qui fait les lois. Par qui, tout un tas de parlementaires. Comment ? Tout un tas de parlementaires, mais qui appartiennent à des groupes qui ne peuvent placer leurs lois que dans leur niche parlementaire. Et là, en général, ils se font trucider par les autres pour des règlements de compte obscurs. Voilà. Et effectivement, moi, je fais partie avec quelques-uns de ceux qui ont écrit des textes pour recommander qu'on revienne sur cette loi et qu'on la réoriente. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait après ? En particulier, alors déjà, c'est pas... Moi, je peux vous dire, pour vivre à Paris, que pour jeter ces ordures biologiques, c'est la croix et la bannière, parce que le regard du temps, c'est plein, il n'y a pas la capacité, et de toute façon, personne ne le fait. Donc, non seulement personne ne le fait, mais en plus, le peu qu'ils font, ils n'ont même pas assez. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, il faut penser ce qu'on va en faire. Alors, si vous réfléchissez un petit peu, il y a deux grandes voies. La voie de la méthanisation, c'est une voie qui permet de faire du méthane que vous brûlez tout de suite pour faire de l'énergie. Donc, vous refaites tout de suite du CO2. La vertu de la méthanisation, c'est que ce CO2, c'est celui qui a été pris par la photosynthèse des organismes 1 ou 2 ans avant. Donc, vous ne faites pas de nouveau CO2, mais vous le remettez dans l'air. Si jamais vous prenez cette matière organique et que vous la mettez dans le sol, elle va finir par être respirée. Elle va finir par redonner du CO2, mais ça va prendre entre 150 et 1500 ans. Vous y êtes ? Selon les molécules. Donc, en termes d'effet de serre, il n'y a pas photo, c'est remettre dans le sol qui marche le mieux. Sauf qu'on est accro à l'énergie. Donc il va falloir qu'on ait vraiment une pensée globale et pas une pensée unique, où on ne se dit pas la méthanisation c'est bien, le carbone dans le sol c'est bien, mais on se dit où on met quoi. Et en particulier, chaque fois que la matière organique est contaminée, par des métaux lourds ou des choses comme ça, je pense au bout de station d'épuration, vaut mieux méthaniser et avoir un résidu solide qu'on vitrifie ou qu'on met en décharge définitive parce qu'il est contaminé par des choses qu'on ne peut pas mettre dans les sols. Donc la matière organique contaminée, il n'y a pas de problème, elle va à la méthanisation. La matière organique fraîche, riche en azote et en phosphate, et là je pense au pipi, au caca, il n'y a pas photo, elle va dans les sols. Et puis après, le reste, il faut étudier les choses. Mais clairement, on a deux débouchés, un bioénergétique et un bio-engrais. Enfin, un bio-engrais améliorateur des sols qui est bon pour le climat, qui est meilleur pour le climat. Il faut qu'on regarde quel flux de matière organique on met où. La matière organique est une ressource précieuse parce qu'elle permet de faire de l'énergie et de lutter contre le réchauffement climatique. Il faut vraiment avoir une vision globale de ce qu'on veut en faire, sans exclure les alternatives, mais en se disant où et quand et avec quoi on fait l'une ou l'autre des alternatives.
C'était plus court là. Bravo, c'était plus court. Est-ce qu'il y a une autre question? Mais c'était tout aussi intéressant. Oui, vas-y. Moi j'avais une question par rapport aux trithérapies. Du coup, mettre 3 médicaments dans un médicament, est-ce que ça triplerait pas les effets secondaires justement de chaque médicament? Alors là, je vais faire une réponse un peu à la Fernand Reynaud, hein, ça dépend des médicaments, ça dépend de ce qu'on met. Mais il y a une chose importante, hein, de toute façon les médicaments ne sont jamais complètement neutres. Quand on prend un médicament, c'est comme le principe des vaccins. On prend un truc qui n'est pas forcément très bon, mais qui par rapport à ce qui va vraiment nous abîmer, réduit le risque d'être vraiment abîmé. Mais on est d'accord que les médicaments ne sont jamais complètement bons. Allez, c'est vrai qu'en prendre 3, c'est pire qu'en prendre qu'un. Un détail près, c'est que, en fait, la résistance, souvent les gens disent oui, il y a des bactéries résistantes, ou des virus résistants, et des pas résistants. Mais c'est plus compliqué. Il y a des partiellement résistants, des un peu plus résistants, et en fait, au cours du temps, on voit monter la dose qu'il faut mettre pour tuer la bestiole. Et en fait, quand on dit que toute la population est résistante, c'est qu'en fait, on arrive à des doses qu'on ne peut pas se payer ou qui tueraient le malade. Mais on pourrait quand même en mettre encore plus et ça tuerait la bactérie. Vous y êtes. L'intérêt des trithérapies, c'est comme il n'y a pas d'avantage à être un peu plus résistant à l'une des drogues parce que vous êtes tué par les autres, donc vous n'avez aucun avantage, eh bien vous pouvez continuer à en mettre très peu. Et ça, c'est vraiment l'idée, et pour les pesticides, je pense qu'il faudrait faire pareil, de les utiliser en cocktail. Parce que du coup, on resterait sur des très petites doses. En plus, vous vous souvenez que les pesticides, je les utilise que dans des campagnes où j'ai des haies, où j'ai des semences mélangées. Et puis, on pourrait parler de 3 ou 4 autres mécanismes. On n'est pas là pour parler de l'agriculture, de l'agroécologie, mais on pourrait... Sols riches. Alors, bon, donc il y a plein d'autres choses, ok, mais on va pas répondre en 25 minutes à la question. On va aller au but. L'idée, hein, c'est que, voilà, tout ça, c'est des idées de cocktail. Finalement, la trithérapie, c'est aussi un cocktail. Hein. C'est des idées de multiplier les gestes et de faire des environnements dans lesquels nos emmerdeurs peuvent pas se développer. Et effectivement, ces 3 molécules, c'est plus de risque qu'une seule pour le patient, mais c'est l'assurance qu'on n'en mettra jamais beaucoup. Rien n'est parfait. Allez, une dernière question, Oui, toi d'ailleurs. alors, donc c'est pas vraiment une question, mais c'est par rapport à la question des enfants. Donc, pour moi, effectivement, c'est primordial d'intervenir auprès des enfants. Donc après, donc, si vous voulez, dans le passé, même moi quand j'étais enfant, il y avait des programmes qui concernaient la germination, la graine, la fleur, etc. Tous ces programmes donc, existaient, étaient plutôt bien faits, mais c'était assez rare, c'est assez rare qu'on s'en serve. Et après, donc, en fait, si vous voulez faire des activités en relation avec la nature, c'est d'aller sur le terrain avec les enfants, de leur faire des semis, des récoltes, etc. Et donc, mais ça demande d'avoir à la fois des enseignants qui peuvent être motivés parce qu'ils n'ont pas trop d'enfants avec eux, mais aussi des encadrements donc, suffisants. Donc par expérience, parce que moi je l'ai fait ça, les parents doivent être sollicités, donc les gens qui accompagnent l'institut doivent être sollicités. Ça peut se faire dès la maternelle, je l'ai fait avec les maternelles cette activité. Et donc et après il faut d'autres adultes. Donc moi je le faisais avec l'université Interage, donc chaque enfant, chaque groupe, donc on avait 1 ou 2 adultes pour encadrer l'activité. Oui, bah alors, ça c'est une bonne idée de remettre des retraités au travail pour aider les enfants dans les écoles. Hein. Non, mais ça peut aussi casser des problèmes intergénérationnels et cette stratification de notre société par génération. Alors, bon, vous avez raison, mais alors, pour les professeurs des écoles, déjà le premier problème c'est que la plupart sont de formation littéraire. Donc la prise en main d'objectifs scientifiques, sauf cursus personnel, sensibilité personnelle, hein, c'est pas donné, et comme ils n'ont pas de formation continue, c'est pas si évident que ça. Après, effectivement, il y a le prof de SVT, lui, il sait faire. Alors, vu vos cheveux, on a tous les deux une formation où il y avait 1 heure de SVT et 1 heure de TP par semaine. En gros, c'est fini ça, hein, il y a 1 heure par semaine, c'est tout, sec. Et en plus, pour ce qui est des TP, qui sont déjà une des façons de tripoter de la graine, vous voyez, ou de l'insecte, hein, c'est de plus en plus difficile parce que les dédoublements de classe maintenant sont mis en pool commun dans l'établissement et donc toutes les disciplines se battent pour avoir des dédoublements d'heures. Et aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est un glissement des dédoublements d'heures en 6e et en 5e qui était initialement pour l'enseignement des SVT en TP, en demi-groupe, vers des heures de soutien aux maths. Ce qui fait que maintenant, les gamins, ils sont en classe entière avec le prof de SVT. Qu'est-ce qui se passe ? C'est hors de question de tripoter des graines quand il y a 50 gamins dans la classe.
Je vais vous raconter une autre chose. J'ai moi-même mis, parce que je me suis beaucoup occupé des programmes, et je peux vous dire que le microbiote ou l'agriculture et les sols sont dans les programmes du secondaire actuellement. On a mis en seconde, puisque après la seconde c'est plus obligatoire, donc c'est un peu la dernière année où on peut faire des choses, après c'est optionnel les SVT. On a mis en seconde une séquence qui va de l'assiette à la ferme au sol, en disant sortie de l'année, en exploitation agricole ou dans un lieu de production alimentaire, votre programme, en fait. Eh bien, quand vous avez 1 heure par semaine, passer une demi-journée dehors, ça veut dire rembourser 3 heures à des collègues. C'est-à-dire que vous ne voyez pas les gamins pendant un mois. Marc-André, avant d'écrire ça dans les programmes, il aurait pu se douter que ça ne se ferait pas. Hein. Vous y êtes ? C'est un problème d'heures, réellement. Moi, je parlais des primaires. Donc, non, mais moi, j'ai commencé au primaire et je finis au secondaire. Moi, je ne discrétise pas, je veux d'un bout à l'autre de la chaîne. Et pour le primaire, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un très haut niveau de technicité. L'idée, c'est de créer un lien au vivant. Et ce lien, il va être questionnant et il va faire émerger les questions dont on fera fleurir l'enseignement secondaire après. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Oui, on va prendre une dernière question. Puis après, on va boire, c'est ça ? Et après, on va boire, c'est ça, exactement. Surtout toi et moi. Bonsoir. Monsieur Sello, c'est ce qui n'existe pas, à votre connaissance, pour le moment de projet justement de captation grâce au monde des champignons, pour arriver à filtrer tout ce qui serait cette pollution, cadmium et toute autre molécule que je ne connais pas, mais qui permettrait justement de détourner tout ce qui serait les eaux grises, donc qui sont de la toilette, et qui permettrait d'arriver à filtrer d'une façon presque industrielle en fait, pour qu'on puisse récupérer toute cette matière organique sans avoir à défoncer à nouveau tous les trottoirs, mais la détourner tout simplement, plutôt que de la remettre dans des je sais pas comment ça s'appelle, des centres de tri, des eaux grises, et qu'on ne peut pas répandre dans les champs aussi, mais ça pollue quand même aux hormones du fait des traitements hormonaux. Bon alors, c'est pas routinier, parce qu'en fait, vos polluants, ça va être soit des polluants organiques. Alors les polluants organiques, c'est des hydrocarbures polyaromatiques, des choses comme ça. Ça, vous pouvez trouver des microbes qui les mangent. Mais c'est pas gratuit de faire ça, ça coûte cher. Et puis vous avez des métaux lourds. Et alors les métaux lourds, c'est pas les microbes qui vont vous les... ça se détruit pas un métal lourd. C'est plutôt, si vous voulez les extraire, vous faites pousser des plantes qui les accumulent et vous récoltez les plantes. Et à force de récolter les plantes et de les brûler, vous accumulez des cendres riches en métaux lourds. Donc, c'est des traitements compliqués, chers et qu'on ne peut pas faire routinièrement. Mais réfléchissez un petit peu. En fait, le problème, il est le mélange des eaux résiduaires des maisons, où il y a surtout de l'azote et du phosphate, un petit peu de caca et puis des eaux de vaisselle. C'est rien de bien grave tout ça. Et des eaux de ruissellement qui ont ruisselé sur les routes. Je vous rappelle qu'un hectare de route, c'est 10 litres d'hydrocarbures polyaromatiques par an. C'est ce qui se passe quand il pleut, vous savez que les giclures de l'eau rincent les bas de caisse. Et sur les maisons où il y a des toits en zinc ou des parements en plomb pour les métaux lourds. Clairement, ce qu'il faut, c'est qu'on ait 2 circuits de récupération de l'eau et c'est pas grave s'il faut ouvrir la chaussée. Vous y êtes, on en profitera pour changer les canalisations en PVC d'ailleurs. C'est pas si simple à faire, d'accord ? Ça demande de l'argent, effectivement, comme toujours. C'est pour ça que ce serait bien d'en économiser sur les coûts de santé, n'est-ce pas ? Mais c'est-à-dire en ayant des gens en meilleure santé. Mais clairement, il y a une perspective importante qui est ne pas mélanger, trier. Les eaux, ça se trie comme les autres déchets. Et hormis à Paris et peut-être ici à Cachan, je ne sais pas, mais en province, à Belle-Île par exemple, les eaux pluviales ne sont pas collectées avec les eaux d'égout. Et je pense que c'est la règle de base partout. Sauf dans la ville de Paris, c'est clair, c'est mélangé. À Cachan, je ne sais pas. C'est souvent mélangé en ville. Après, c'est souvent pas mélangé par construction à la campagne. Parce qu'effectivement, les eaux sont potentiellement mélangées, mais il n'y a qu'une des 2 sources présentes. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais c'est important parce qu'il y a des ressources dans nos déchets et aujourd'hui, on les transforme en déchets contaminés et c'est vraiment une chose sur laquelle il faudra revenir. On ne se méfie pas assez des métaux lourds. Je vais juste terminer par une chose. Le problème d'avoir beaucoup de métaux lourds dans notre environnement, c'est un problème qui se répercute aussi sur la résistance aux antibiotiques. Alors je vous explique le truc, mais c'est aussi le cas des pesticides et des composés bactéricides qu'on met dans les produits nettoyants. Tout ça, ça sélectionne des bactéries résistantes aux métaux lourds.
aux composés biocides qu'on met dans les produits de nettoyage ou aux pesticides. Parce qu'elles en reçoivent sur la tête des pesticides dans les champs. Et le glyphosate, par exemple, c'est bactéricide. Donc, vous allez me dire, et alors, le lien avec les antibiotiques? En fait, les bactéries, les gènes de résistance à n'importe quoi, aux antibiotiques, aux métaux lourds, aux biocides, aux pesticides, ils sont souvent en petits groupes. Et les bactéries s'échangent ces petits groupes. Donc, à un moment, vous avez des métaux lourds, et ça va sélectionner celles qui ont reçu le petit groupe de gènes où il y a notamment une résistance au mercure. Ah bah oui, mais en autostop, il y a tous les autres. Et aujourd'hui, en fait, tous ces polluants de notre environnement, parce qu'on dit souvent, les résistances aux antibiotiques, c'est la prescription des antibiotiques. Oui, ça joue, c'est sûr. Une surprescription, ça sélectionne plus les résistances aux antibiotiques. Si on les utilise plus, il y aura plus de résistance. Mais ils arrivent aussi, les gènes de résistance, en autostop, avec des résistances aux métaux lourds et aux choses comme ça. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on se méfie dans notre environnement de où on met quoi, et qu'on réalise un truc, c'est qu'en fait, tout est lié. Nous vivons dans un monde qui est complètement en réseau, et des choses aussi différentes de la résistance aux antibiotiques que des pesticides, des agents nettoyants biocides qui tuent 99,9% des bactéries, ou des métaux lourds, et bien finalement, en bout de chaîne, ça peut augmenter la résistance aux antibiotiques. Mais ça tombe bien, parce qu'au fond, tout ça, on n'en veut pas, pour plein d'autres raisons. Et donc, il faut vraiment qu'on pense notre monde et nos gestes et notre tri de nos déchets d'une façon qui minimise ces impacts. Je vais annoncer le tour. Merci beaucoup Marc-André, c'était vraiment passionnant.